Radio Feu Geek présente l'émission Littérature. Bonjour à tous, bonjour à nouveau sur Radio Feu Geek, on vous accueille avec nos nouvelles émissions. On va commencer cette fois-ci par une émission sur nos attentes pour le premier semestre 2017 quant aux mangas et aux comics en VF qui vont sortir. Donc on a fait un petit tour rapide des éditeurs et des annonces de sortie jusqu'en juin 2017 et on vous présente ça succinctement, voilà, sur les titres dont on va vous parler parce qu'ils sont annoncés ou parce qu'on a des attentes particulières. Et voilà, et on fera la même chose plus tard pour le cinéma, pour les jeux vidéo. Voilà, on vous fera une série de petites émissions comme ça pour redémarrer tranquillement, et puis après, on enchaînera avec des émissions plus thématiques. Donc voilà, autour de la table, j'ai donc Thomas. Bonjour. Et Étienne. Bonjour à tous. Qui sont donc parmi nous. Donc l'équipe est reformée. Alors on va commencer par les mangas puisqu'on en a moins. On peut dire cette année qu'on a une plus grosse tendance vers les comics que vers les mangas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. En préparant l'émission, on a dit qu'on avait une plus nette attente vis-à-vis des comics cette année que vis-à-vis des mangas. Il y a une légère régression, voire une stagnation qui s'enregistre, alors que les comics sont sans cesse en progression d'année en année depuis 2012 à peu près. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs dans le rapport de l'ACBD, qui est le rapport un petit peu général sur la BD en France, donc toutes les BD franco-belges, comics et manga donc. Et c'est vrai que comme tu le notais, je pense que en fait nos propres envies en fait sont aussi un peu liées à l'état du marché actuel, qui est que ça fait un bon moment déjà que le marché du manga stagne. Et puis finalement on vieillit et puis on a envie d'autres lectures, et avec l'explosion des comics en France et finalement à la fois on va dire les comics mainstream mais aussi tout un tas de comics d'auteurs, c'est vrai que on a tendance à plus s'y intéresser, en tout cas dans l'équipe de Radio Feu Geek. Donc voilà, on va commencer par les mangas, puisqu'on a moins de titres mangas attendus que de titres comics. Alors c'est parti, Thomas et Étienne, c'est plus vous qui avez des attentes en termes de mangas. C'est des auteurs que vous connaissez, qui vont sortir de nouvelles séries, tout ça. Donc on commence avec, je crois, Fleur de rêve, c'est ça ? Fossile de rêve, c'est sûr. Fossile de rêve. Alors juste pour. J'ai la feuille à l'envers, c'est pour ça. Voilà, déjà, et puis c'est mon écriture, donc il paraît que j'écris comme un sagouin, donc je vais lire, ça sera plus simple. Donc Fossile de rêve. Alors c'est vrai, on disait, on n'a pas beaucoup d'attentes, sachant que c'est aussi plus ou moins lié au planning. On n'a pas forcément regardé à très très long terme. C'est en gros sur le premier semestre, donc c'est des titres qui vont jusqu'au mois de juin. L'essentiel des titres sort au mois de février. Donc en gros, quand vous écouterez cette émission, ils seront sortis ou sur le point de sortir tout juste. Donc Fossile de rêve, qu'on a noté, qui sort chez Pika au mois de février, puisque c'est un manga de Satoshi Kon, le regretté Satoshi Kon, qui est surtout connu dans le milieu d'animation pour des films comme Perfect Blue, qui a été son premier gros titre, son dernier qui était Paprika. Il a fait aussi Tokyo Godfathers et Millennium Actress, je crois qu'il a fait que 4 films. Et au niveau des séries animées, il est très connu pour Paranoia Agent. Mais il avait fait aussi des quelques comics, tout comme d'ailleurs on peut le souligner Katsuhiro Otomo, donc très connu pour Akira, qu'il avait fait aussi donc en manga, mais il avait fait Domu rêve d'enfant, et puis je crois qu'il y avait d'autres, il a fait quelques autres titres, effectivement moins connus malgré la célébrité de l'auteur. Donc on a voulu le souligner. Je vous avouerai, j'ai jamais lu un manga de Satoshi Kon, donc je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau qualité, mais si c'est aussi bon que ce qu'il a pu faire en animation, c'est, à mon avis, ça vaut largement le coup d'œil. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous messieurs. Ça peut être intéressant d'avoir un autre aperçu de son travail, donc affaire à suivre, comme on dit. Exactement.
Et tu disais le regretter parce qu'il est décédé récemment ou... Oui, ça doit faire 1 an ou 2 qu'il est décédé. Il est décédé, hélas, assez jeune, puisqu'il avait une 50aine d'années, je crois. Donc malheureusement, comme la plupart, on va dire, des mangaka ou des gens travaillant dans l'animation, c'est des gens qui travaillent énormément et du coup qui s'usent très rapidement la santé, et qui malheureusement, du coup, lorsqu'ils sont atteints de maladies graves, ne font pas forcément ce qu'il faut pour se soigner, voilà, soit parce qu'ils veulent pas, soit parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, vu le train infernal qu'ils ont au niveau de leur production. Donc hélas, oui, c'est quelqu'un qui était très talentueux et qui est parti très vite, enfin trop tôt, on va dire. Enfin bon, c'est un peu bête de dire ça, hein. C'est comme beaucoup d'artistes, mais c'est vrai que comme 2016 n'a pas été particulièrement on va dire joyeux de ce côté-ci. Alors je pense que ça fait un peu plus longtemps. Il a dû décéder en 2015. Ça doit bien déjà faire au moins 2 ans qu'il est décédé. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui a marqué de son empreinte la Japanimation en général. C'est vrai que c'est quelqu'un de moins connu que Miyazaki ou que Otomo ou que Kenji Kawai, mais voilà, c'est quand même un des noms qui compte dans le milieu de la Japanimation, voilà, malgré le fait qu'il soit décédé maintenant. Je vous propose de continuer alors avec un titre qui, je pense, m'intéresse plus particulièrement là et que j'ai totalement découvert en préparant cette émission. C'est un titre qui s'appelle Dragon Seekers, donc en gros les chercheurs de dragons. Donc ça va sortir chez Kiyun aussi au mois de février, et c'est d'un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Yonehara Hideyuki, qui a déjà été publié en France sur 2 titres. Chez Doki Doki, qui sont d'une part Full Head Coco, qui est un manga sur la piraterie, mais c'est assez fantastique aussi, dirons-nous. Voilà, c'est pas très connu. Alors forcément, ça a beaucoup souffert, on va dire, de l'ombre de One Piece, qui est l'ogre, on va dire, sur les mangas de pirates. Mais bon, pour autant, on va dire qu'il n'y a pas énormément de séries qui traitent de la piraterie dans le milieu des mangas. Et puis de l'autre, une série qui s'appelle Demons, qui est en fait une relecture d'un manga de Osamu Tezuka, si je dis pas de bêtises, donc qui est le père du manga et de la japanimation moderne. Voilà, donc toutes ces 2 séries ont été éditées chez Doki Doki, qui est un petit éditeur qui est en fait la branche manga de Bamboo Édition. Voilà. Et donc c'est sa 3e série en fait. Apparemment c'est un auteur qui n'a pas encore une très longue carrière, même si c'est pas non plus on va dire un perdreau de l'année, et ce n'est que sa 3e série créée, et donc c'est la 3e série qui sort aussi chez nous, donc on peut dire qu'il a été plutôt bien édité et bien suivi chez nous. Donc pour l'instant il n'y a que 4 tomes, et apparemment donc ça part dans la fantasy. Voilà, donc ça a l'air, le pitch avait l'air assez intéressant. Il a, c'est vrai, un trait assez particulier, mais très minutieux, on va dire. En tout cas, généralement au niveau des décors et tout, c'est assez, c'est très détaillé, très bien fait, très très chargé en tout cas. Isupanu, au niveau, généralement c'est un très bon narrateur. Il a une bonne psychologie au niveau de ses personnages. Après, c'est vrai que le trait en ce qui concerne les graphismes des personnages peut rebuter, parce que c'est assez particulier. Mais voilà, en tout cas à tenter. Moi à la fois je vous conseille de vous intéresser à ces anciens travaux. Je suis pas sûr que ces 2 séries sont encore disponibles chez Doki Doki, puisque c'est un auteur qui hélas n'a pas très très bien marché. Voilà, donc comptez, je sais plus, c'est 29 ou 30 tomes pour Full Head Coco et 12 tomes pour Demons, sachant que Full Head Coco est quand même bien plus sympa que Demons. Demons c'est une série beaucoup plus, on va dire, sombre, et là on voit qu'il pâtit du fait que c'est une adaptation, donc il est obligé quand même de suivre une et trame. Surtout il n'y a pas le même registre, on va dire, dans les 2. Full Head Coco c'est plus l'aventure, alors que pour Demons c'est une histoire de vengeance,
le héros souhaite se venger de ses anciens associés qui l'ont trahi et mutilé, donc il a tout perdu à cause de ça, et on le suit dans sa quête de vengeance, qui était plutôt pas mal rythmée et plutôt sympathique, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Oui, c'est vrai que ça, au moins on peut dire que ça traînait pas en longueur, et on trouve l'expressivité du trait de Yonohira Hideyuki qui est très, c'est vrai, qui met bien en valeur l'action débridée de ce manga et la violence, assez graphique aussi. Il faut le dire, mais oui, tu as raison de le souligner, Étienne. C'est vrai que c'est deux registres totalement différents. Et par contre, je sais pas ce que tu en penses, parce que on a lu les deux séries. Full Head Coco, c'est vraiment très très sympa et une belle ode à l'aventure. Ça traînait peut-être un petit peu en longueur. Il y a eu peut-être un petit ventre mou, mais dans l'ensemble, ça a été une série qui était vraiment très satisfaisante. Disons que oui, ça traînait parfois un peu en longueur, mais c'est vrai qu'il y avait toujours un peu le fil conducteur avec l'ancienne civilisation, etc. Au final, après, les personnages étaient sympathiques, l'équipage du héros, il y avait différentes personnalités, enfin, c'est un peu assez classique, on va dire un shonen classique, mais qui suivait sans trop de difficultés. Donc voilà. À conseiller éventuellement, et puis donc à Dragon Seekers à surveiller, bien entendu. Alors aussi alors là on le cite plus par curiosité, on va dire. Il y a une adaptation de la série Sherlock chez Kurokawa, qui sort aussi en février. En fait, on a pas mal de titres qui sortent très prochainement. Donc littéralement, ça reprend on a vu la couverture, c'est le visage de l'acteur Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Donc juste peut-être un mot, Florent, pour que tu puisses... c'est la série Sherlock dont on vous a déjà parlé dans les anciennes émissions, qui sont plus disponibles malheureusement. Mais on vous a déjà parlé effectivement de Sherlock, et c'est une série que je pense tout le monde connaît, ou au moins entendu parler de cette série vu la renommée qu'elle a. C'est les aventures de Sherlock Holmes transposées à notre époque, dans un monde moderne, avec les intrigues adaptées à notre époque, évidemment, avec Internet, la multiconnectivité, tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez sympa à regarder, déjà plus que Elementary par exemple, qui est aussi une repompée des aventures de Sherlock Holmes, mais version New York cette fois. Sherlock, c'est vraiment fidèle sur plein de points aux aventures du personnage de Conan Doyle, et en même temps c'est une adaptation assez fraîche, assez sympathique, donc il n'y a pas de raison de passer à côté. Après, ce qu'on peut dire, c'est que... Et le manga, je sais pas s'il va reprendre je sais pas si le manga va reprendre épisode par épisode la série. J'ai l'impression que c'est ça. En fait. Voilà. Ou si ça va partir dans une autre direction, genre le manga Sherlock, une autre vision du personnage, mais tel qu'on a pu le voir là pour l'instant, effectivement la couverture c'est vraiment la tête de Benedict Cumberbatch, donc on a plutôt tendance à penser que ça serait une redite de la série Sherlock elle-même, de Mark Gatiss et de Stephen Moffat. C'est ça. Sachant qu'ils sont crédités au scénario, enfin en tant que scénaristes, donc sachant que ce sont les scénaristes et réalisateurs, si je dis pas de bêtises, aussi de la série. Je sais pas s'ils ont réalisé peu, mais bon, peu importe. Et en tout cas, ce sont les créateurs de cette actualisation de Sherlock Holmes, et du fait qu'ils soient crédités en tant que scénaristes, ça laisserait penser que c'est vraiment une adaptation de la série, des épisodes de la série télé. Après, j'avais cru voir sur la couverture que le titre du premier tome c'était Une étude en rose, donc je sais pas si... C'était l'épisode 1 de la série. Donc donc qui faisait écho à Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Ouais. Donc ça a l'air d'être parti plutôt sur une adaptation littérale. Voilà. On verra bien, à suivre. Ouais, à voir. Après, ce qui est quand même à préciser, c'est que généralement Kurokawa, qui est un très bon éditeur, comment dirais-je, c'est rare qu'ils éditent comme ça à la va-vite. C'est-à-dire que la série doit quand même avoir certaines qualités pour qu'ils se décident à l'éditer chez nous, quoi. Donc à voir, peut-être à surveiller aussi si vous êtes fan du genre et du personnage. Ce qui me fait penser, toujours chez Kurokawa, en restant un peu dans ce registre-là, je crois qu'il y a Arsène Lupin qui depuis quelques mois maintenant, le 5e tome est sorti il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc qui reprend les aventures
du personnage éponyme. De Maurice Leblanc. Voilà, soyons un peu chauvins voilà. aussi dans notre émission. Merci pour la précision, Étienne. Alors je vous propose de passer au prochain titre, donc qui est le titre Yokai de Shigeru Mizuki, donc qui est un auteur très connu, je dirais, chez nous, alors pas forcément du grand public, mais qui notamment a eu le premier prix d'Angoulême, du festival d'Angoulême, il y a quelques années. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier manga qui a d'ailleurs reçu ce titre, avec donc Nononba, qui était déjà à l'époque édité par Cornelius. Voilà, et c'est un auteur qui est maintenant décédé il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, qui est un auteur assez vieux, hein, il avait plus de 80 ans, qui a notamment connu la période de la Seconde Guerre mondiale et qui a notamment perdu un bras. Et qui ça l'a empêché de dessiner avec donc son autre bras et de faire à la fois des mangas donc presque autobiographiques, voire autobiographiques pour certains sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de faire beaucoup donc de titres sur le folklore japonais, donc justement les yokai qui sont ces monstres folkloriques japonais. C'est d'ailleurs ce qui transparaît, enfin qui est l'histoire de Nononba, puisqu'il s'agit d'une là encore, il y a des dans cette œuvre, il y a des éléments autobiographiques, puisque ce serait dans la jeunesse de Mizuki, où il avait une vieille dame qui lui racontait les légendes des yokai, et donc c'est ce qu'il dépeint dans l'histoire de Nononba, hein, puisque c'est le nom de cette vieille dame. Voilà, donc là, Yokai, un nouveau titre de Shigeru Mizuki qui est édité chez Cornelius, peut-être à surveiller si vous êtes fan du genre. C'est un trait aussi assez particulier, assez vieillot, faut le dire, mais et à la fois très très détaillé, notamment dans les arrière-plans, avec des personnages plus rondouillards, plus caricaturaux, dirons-nous. Alors, titre suivant, toujours et pour finir le mois de février, un titre qui sera très attendu des amateurs de shoujo, qui s'appelle March Comes In Like a Lion, Sangatsu no Lion en japonais, qui est une série attendue depuis un moment. Alors si je dis pas parce que j'ai tellement mal écrit que même moi j'ai du mal à me relire, pour l'autrice plutôt, qui s'appelle Umino Chika, qui est connue notamment, qui a déjà été édité chez Kana, chez nous, pour son titre Honey and Clover, et qui va être édité. Alors ça vient notamment chez nous puisque le manga a été adapté en animé, et puis alors je sais plus chez quel, c'est un vidéo, vous le retrouverez sur, je sais plus si c'est Crunchyroll ou Wakanim, peu importe, mais c'est édité sur une plateforme de Japanimation, de stream de Japanimation en France. Et donc du coup Kana s'est jeté dans le bain. Alors ça parle notamment du shogi, si je dis pas de bêtises, qui sont les échecs japonais, pour le héros, et c'est une histoire qui a l'air d'être plus ou moins des tranches de vie, où donc le héros a perdu sa famille, ou en tout cas des proches, et se retrouve à vivre dans le quotidien de trois sœurs qui vont un petit peu lui redonner en fait le goût de vivre. Et voilà, en tout cas c'est un titre qui est très attendu. Je sais pas si je le ferai, peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'était un titre que je souhaitais en tout cas souligner. Je sais pas, messieurs, a priori quand on discutait tout à l'heure en préparant l'émission, c'était pas un titre que vous connaissez plus que ça? Je connaissais juste de nom, mais c'est vrai que ça me tentait pas plus que ça, donc Mais tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est la grosse sortie de ce début d'année dans les titres, on va dire, attendus des fans de manga, puisqu'on n'a pas relevé d'autres gros titres, que ce soit au niveau des shonen ou seinen, voilà. Non, la plupart des trucs soit les annonces sont plus tard en cours d'année, mais c'est vrai que c'est vraiment le gros titre, on va dire, du premier trimestre 2017. Donc
Non, moi j'avais pas d'attente particulière là-dessus, puisque les mangas en fait, avant je suivais vraiment les actualités de sortie des mangas et tout ça, et maintenant en fait je me suis rendu compte que je fonctionne plus au coup de cœur. Donc c'est-à-dire je regarde pas à l'avance les actualités, je regarde juste ce qui vient de sortir, et s'il y a un truc qui me plaît, je le prends. C'est comme ça que j'ai découvert des mangas que j'ai déjà chroniqués sur Radio Foggy, comme le nom m'échappe maintenant, Stravaganza, la reine au casque de fer chez Casterman, que j'ai découvert vraiment comme ça. J'attendais pas du tout, et donc je l'ai découvert, et j'ai fait les 3 premiers tomes, et je les ai chroniqués sur Radio Foggy. Pareil, voilà, il y a plusieurs petits mangas que je suis comme ça. Full Metal Night Chevalion qui est fini. Plusieurs autres petites séries comme ça, des séries plutôt courtes maintenant en ce moment. Et puis bien sûr les séries fleuve, One Piece et tout ça qui elles continuent sur le long terme. Mais autrement j'ai pas d'attente particulière dans les sorties de manga ces temps-ci. J'attends pas avec impatience un titre annoncé, quelque chose comme ça. Je fais vraiment au feeling, quoi. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment pour ce début d'année. Autant pour les comics, on en a noté pas mal. Autant au niveau manga, c'est pas une année où il y a eu des annonces, de titres qu'on attendait ou d'auteurs qu'on suivait. Donc c'est vrai que on a vraiment découvert en préparant l'émission, les titres dont on est en train de vous parler. Alors, je pense qu'il nous reste 3 titres, dont 2 dont on va rapidement parler. Enfin, c'est plus une évocation. Pour le mois de mars, on a l'Attaque des Titans Lost Girls, qui est c'est juste l'adaptation en manga du roman du même nom qui est sorti l'année dernière, édité par Pika. Donc, un spin-off. Voilà, enfin c'est pas vraiment un spin-off, ça revient n'importe quoi. Un petit montage après, voilà. Donc en fait, c'est un petit focus sur 2 des personnages principaux de l'Attaque des Titans. Le premier, c'est sur Mikasa, donc où en fait c'est un peu une sorte de what if, où en fait si certains événements s'étaient déroulés lors de son enfance de manière différente, qu'est-ce qui serait passé? Donc voilà, c'est juste un petit truc, un aperçu. Et l'autre, c'est sur Annie, où en fait une enquête qu'elle mène peu après avoir rejoint les brigades spéciales. Donc ça permet de voir 2 facettes de ces héroïnes. Donc a priori plutôt un manga à conseiller, donc aux fans du genre, quoi. Aux fans du genre, c'est pas, ça permet de voir un peu chacune d'elles, mais bon, après si vous avez déjà lu le roman, je suis pas sûr que tout à fait, lire le manga ça apportera grand chose, quoi. Voilà, donc voilà. Et après c'est pas une par contre c'est pas une série qu'on peut conseiller aux néophytes de l'Attaque des Titans, non, ça c'est sûr. Faut connaître un minimum la saga pour pouvoir vraiment. D'accord. Et voilà. Donc après, il y a aussi, au niveau des romans, je pense que ça date également peut-être au mois de mars, le 2e roman il y a 3 romans qui doivent sortir. Il y a un premier qui est sorti, Lost Girl, un deuxième dont le nom m'échappe. Le premier tome est sorti l'année dernière, et le 2e tome qui conclut cette série en 2 tomes pour ce nouveau roman, de sortir au début d'année. Donc voilà, avec des illustrations par Ranj Murata. Aussi, oui, d'accord, oui, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est bien de le dire aussi. L'Attaque des Titans est une série qui marche malgré son graphisme assez atypique et est plutôt bien édité par Pika, parce qu'il y a quand même pas mal de séries secondaires ou de romans, et du coup c'est plutôt sympa qu'ils aient édité tout ça, quoi. Disons, oui, tiens, toi qu'on parle de l'Attaque des Titans, normalement c'est cette année que la 2e saison de l'animé de la série doit commencer. Exactement, une série dont ils prennent bien leur temps pour l'adapter, mais c'est peut-être pas plus mal, quoi. C'est compréhensible aussi, vu que mine de rien c'est une série qui est mensuelle au Japon, donc ça fait 3 tomes par an, et là on en est normalement au niveau de la prépublication. Voilà, t'as mis des choses bizarres dans toi, Aziz, c'est ça. C'est ça. On doit en être au niveau du tome 22. Ouais. Donc, sachant que le tome 21 va sortir en France d'ici peu. Donc, on est quasiment au niveau du Japon. Donc, et normalement, d'ici 4 ans maximum, la série devrait être finie. Okay. Vraiment, normalement.
Ouais, ça laisse L'auteur encore... tablait entre 20 et 30 à peu près. Enfin, normalement, il avait visé 20 au départ. Puis après, il a allongé. Bon, bah, là, Oui. c'est la notoriété. Enfin là, succès. on peut voir qu'on est quand même On a est bien plus progressé. Ouais. Voilà, on est normalement, ça se rapproche de la fin. Donc, On est dans le voilà. dernier tiers sûrement, Voilà. de l'aventure. Donc, dans les derniers chapitres, il y a pas mal de révélations qui ont été faites. Donc, on s'achemine lentement mais sûrement vers la conclusion. Voilà. Très bien. Alors, autre titre de mars dont on souhaitait juste parler comme ceci, c'est une réédition de Ghost in the Shell. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un titre extrêmement célèbre de la Japanimation, puisque il a été adapté à la fois au cinéma par Mamoru Oshii et puis donc en OAV et en film, et puis ensuite a été largement adapté aussi en série avec des séries animées de très bonne qualité. Donc c'est à l'origine un manga de Masamune Shirow, et bien la première édition de Glénat est une des premières, enfin c'est l'un des premiers titres d'ailleurs qu'ils ont édité donc dans les années 90 avec donc notamment Akira, et du coup c'est un format un peu particulier puisque c'était un format qui se rapprochait de la BD, avec des couvertures cartonnées, un grand format, je crois qu'il y a de la couleur dedans aussi. Donc c'était assez particulier, et ça faisait un petit moment, ça faisait quand même plus de 20 ans à mon avis que ça a été édité. Donc il était largement temps, là en l'occurrence avec la sortie du film avec Scarlett Johansson, de faire notamment une nouvelle traduction. Et puis donc vraisemblablement au niveau du format, un format plus proche de l'édition japonaise, donc sûrement un format souple, mais là je vous avouerai que j'ai pas plus d'informations que ça. Et pour conclure, donc c'est notamment Étienne qui a voulu parler de ce titre, Fire Punch, qui va sortir chez Kazé au mois de juin. Donc voilà, c'est vraiment la dernière série dont on a une trace sur le planning, et d'un auteur qui s'appelle Tatsuki Fujimoto. Donc oui, ça avait l'air d'être plutôt une histoire, on va dire, sombre. Comme on avait pu le voir, c'est avertissement entre guillemets conseillé, on va dire plutôt pour adolescents, adultes, avec 16 et plus dans la notification lorsqu'on avait regardé sur le planning. Donc c'est un univers plutôt, on va dire, violent et rude, et on suit en fait la quête de vengeance du héros, donc qui souhaite venger la mort de sa sœur et de son village. Donc c'est une série qui est encore en cours et qui a pour le moment très peu de tomes, 3-4 tomes, donc voilà. Mais le pitch et puis le dessin avait l'air plutôt dynamique et entraînant, donc affaire à suivre. En effet. Et c'était un auteur que tu connaissais ou pas du tout? Non, en fait c'est surtout, il y avait eu pas mal de pubs, ou comme j'avais pu voir dans les... parfois en achetant des mangas, les plannings prévisions, donc j'avais jeté un œil et d'accord, voilà. donc c'est a priori c'est une série que Kazé entend pousser et mettre en avant, quoi. Ah ouais, pas mal. Disons que ça a l'air le seinen entre guillemets, qui a l'air d'être mis un peu en avant pour cette année. Très bien, donc Fire Punch qui sortira donc chez Kazé au mois de juin, donc on aura peut-être l'occasion de vous en reparler d'ici là, soit lors d'une émission, soit lors d'articles donc sur Radio Fogeek. Alors messieurs, nous avons fini la partie manga. Et nous allons donc très logiquement nous diriger maintenant vers le gros de l'émission. C'est bien, on est déjà pratiquement une demi-heure. Donc sur la partie comics, là aussi on va faire de manière chronologique et on réagira au fur et à mesure. Donc avec le mois de février, une série dont tu voulais nous parler, Florent, puisque tu as déjà eu l'occasion de faire des articles sur la série précédente de l'auteur qui était Lady Mechanica chez Glénat. Donc, oui, sur les 2 tomes parus chez les Glénat Comics pour la première série, oui. Voilà, donc Joey Benitez, l'auteur, et c'est une série qui s'appelle Resborn. Voilà, donc c'est une série qu'il va falloir suivre. C'est quelque chose de très intéressant, qui est par le même auteur donc au dessin et au scénario que Lady Mechanica, donc ça va être sûrement un petit succès également. C'est décrit comme un mix entre Lady Mechanica et Witchblade dans ses meilleures années. Donc moi je suis preneur, pourquoi pas, hein. Je suis totalement preneur, donc j'attends début février avec impatience pour que ça sorte.
Et puis à ce moment-là, je vous en dirai plus sur le quand je l'aurai lu, j'en ferai sûrement un article et je vous en dirai plus à ce moment-là sur Radio Foggy, quoi. Mais en tout cas, c'est une série que je vais suivre, que je vais prendre en tout cas pour le tome 1. Et si ça m'accroche vraiment, et je pense que ça m'accrochera bien, je risque de continuer à la suivre et à acheter les tomes suivants et donc à vous les chroniquer régulièrement. D'accord. Donc tu penses que c'est pas un one shot, c'est vraiment une c'est vraiment je sais une pas. mini-série comme ou plusieurs mini-séries comme il le fait pour Lady Mechanica. Alors ça je sais pas du tout. Thomas Rivière le spécifie, je crois, sur son site. Il suffit d'aller sur Comics Place et de regarder l'article qu'il a fait sur Raceborn, justement. Il le présente depuis 2 mois maintenant. Il présente cette série qui va bientôt sortir en février. Et de ce qu'il a l'air de dire, c'est une série plus ancienne que Lady Mechanica. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce que Glénat va publier l'intégralité ou est-ce qu'ils vont faire en plusieurs tomes? Je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est une version réactualisée. C'est-à-dire Joey Benitez a profité de cette réédition, sachant qu'il s'est mis à son compte. Donc Benitez Productions maintenant. Ouais. Voilà. Pour à la fois en ce qui concerne Lady Mechanica et donc Raceborn, donc Lady Mechanica, ça lui a permis de finir la première mini-série et d'en faire maintenant il y en a 2 ou 3. Oui, 3 je crois. La prochaine va sortir à partir de mars, les tablettes de la destinée ou un truc comme ça. Ouais. Les tablettes du destin ou les tablettes de la destinée, je sais plus. Et donc il a fait pour c'est la deuxième série. Et Westbourne, qui est une série plus ancienne que Lady Mechanica, mais qui a été réactualisée et qui va sortir là en février chez nous, du coup. Donc il doit alterner entre les deux séries en fonction de ses envies, sûrement du succès d'abord aux États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai que la Lady Mechanica a très bien marché chez nous et donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas non plus pour Westbourne. Voilà, donc c'était notre premier titre à suivre. Alors on continue chez Glénat avec un album un petit peu à part en fait d'une série que tu as aussi que tu aimes beaucoup et que tu as déjà chroniqué, qui est Sex Criminals, donc de Matt Fraction et Chip Zdarsky. Voilà, qui a un nom assez compliqué à prononcer. Et donc là c'est un titre qui s'appelle Sans nuance, qui au vu du prix semble être finalement plus une sorte de livre ou de petit bouquin, peut-être au format poche, pour des auteurs, mais ça n'a pas l'air d'être une BD. Il y a peut-être des illustrations néanmoins de Zdarsky, donc sur l'univers de Sex Criminals, et qui dépeint des conseils, on va dire, sur la vie sexuelle et amoureuse des personnages et des lecteurs, puisqu'ils s'amusent énormément à jouer avec les lecteurs aussi là-dessus, donc à mon avis on va avoir plein de conseils sympas à suivre, à essayer dans la vie, tout ça, plein de trucs sympas à réaliser, à mon avis, des petits défis, des petits trucs comme ça, une petite bible, voilà, comme ils sont très friands de ça, de placer des clins d'œil pour les lecteurs ou de jouer avec le code des images et tout ça pour contourner la censure. Ils arrivent à bien jouer là-dessus aux États-Unis, puis en France avec Glénat, ils arrivent à bien l'éditer. Donc avec des super bonus à chaque fin d'album, on a des tas de bonus, des conversations entre les auteurs qui sont complètement barrées. Et donc là, avec ce petit livre, on risque d'entrer encore plus dans leur univers complètement cinglé de des accès sexuels et d'en prendre pour notre grade, c'est sûr. Alors, titre suivant que j'ai noté en ce qui me concerne, qui va sortir chez Urban, I Hate Fairyland, qui est aussi d'ailleurs souvent cité par Thomas Rivière sur Comics Place, d'un auteur qui s'appelle Scotty Young, qui est surtout qui a beaucoup bossé chez Marvel, qui est très connu pour son style, on va dire cartoon enfantin même, et là justement il s'en amuse en ayant donc en publiant cette série chez Image Comics, donc qui est l'éditeur l'éditeur indépendant le plus important chez les Américains. Voilà, donc là c'est vraiment une série que Scotty Young a voulu faire lui-même, donc il est à la fois au scénario et au dessin, et qui suit donc une petite fille qui tombe donc dans une sorte de pays imaginaire, pays merveilleux, et qui n'arrive pas à en sortir et qui passe des années, donc bien sûr avec cette thématique
l'enfant qui ne grandit pas, mais donc du coup qui ne supporte plus d'être dans le corps d'un enfant, enfin d'une enfant, et du coup elle va se commencer à faire des choses horribles, à trucider tous les personnages féeriques, à s'en donner à cœur joie, à être très vulgaire. Donc ça a l'air d'être un titre assez défouloir, voilà, et qui a priori en tout cas plutôt des bons retours et des bonnes critiques de ceux qui l'ont lu en VO. Donc en tout cas un titre à surveiller, sachant que comme la plupart des titres Image Comics, Urban propose le premier tome à 10€. Donc autant dire que ça vaut largement le coup d'œil sans se ruiner au moins de lire ce premier tome. Titre suivant toujours chez Urban, donc Batman Empereur Pingouin, que tu avais voulu notifier. Oui, alors c'est une notification juste pour signaler sa sortie, mais bon, c'est pas un album extrêmement essentiel en lui-même. Juste à noter que ça sera la première fois, je crois, qu'on aura du Detective Comics, la série Detective Comics éditée en album chez nous, chez Urban, parce que jusque-là c'était que la série régulière Batman et puis Batman le Chevalier Noir, qui avait eu droit à des éditions en tome relié. Detective Comics, on le suivait en kiosque, donc la saga de l'Empereur Pingouin notamment, on l'a suivi en kiosque à l'époque du deuil de la famille dans la série Batman régulière. Il y avait le deuil de la famille, et en parallèle dans la série Detective Comics il y avait l'Empereur Pingouin qui se jouait, puisque ça repose sur des événements clés de un deuil dans la famille, le deuil de la famille de Scott Snyder, et donc ce tome dessiné par Jason Fabok, donc c'est très beau, hein, c'est du Jason Fabok, donc c'est assez beau, c'est plutôt très beau, mais c'est dispensable dans le sens où c'est pas un récit vraiment essentiel ou cultissime de Batman. C'est sympa parce que c'est la première fois qu'on aura du Detective Comics publié en album relié, donc ça c'est cool. Et du Jason Fabok, voilà, c'est encore qui maintenant a pris du galon, ouais. Donc c'est sympa d'avoir toujours du dessin de Jason Fabok en disponibilité. Après pas grand chose à en dire, si ce n'est que pour les lecteurs de kiosque c'est moins intéressant de prendre cet album là, puisqu'on a déjà eu les chapitres en séparés dans la version kiosque de Batman Saga, l'ancien magazine qui maintenant a été remplacé par Batman Univers. Donc voilà, donc c'est moins intéressant pour les lecteurs de kiosque comme moi qui ont suivi depuis le début, puisqu'on l'a déjà eu en chapitres séparés dans les magazines kiosques, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui voudrait découvrir un peu ce qui se fait sur la série parallèle de Batman, la série Detective Comics, la série sœur et parallèle des séries Batman, qui historiquement est la première et qui est devenue maintenant la série sœur, la seconde, puisque les principaux événements se passent dans la série Batman tout court. Et donc Detective Comics fonctionne plutôt en petits arcs comme ça, les uns derrière les autres, qui s'articulent autour de ce qui se passe premièrement dans la série Batman. Voilà. Donc ça c'est intéressant c'est toujours intéressant à prendre, c'est des beaux dessins, donc c'est pas dégueulasse, c'est pas à regretter comme achat, mais c'est pas forcément très utile. C'est pas forcément le titre sur lequel on peut sauter. Si vous êtes vraiment amateur de Batman, quoi. Alors je vous propose justement de passer sur la série suivante, qui est aussi une histoire de Batman mais un peu particulière, puisque c'est notamment une série plus ou moins autobiographique d'un auteur très apprécié sur Batman, puisqu'il s'agit de Paul Dini, qui est notamment avec Bruce Timm l'un des auteurs principaux de la série animée de Batman des années 90, ouais. Donc de notre enfance pour les trentenaires, et qui a aussi officié d'ailleurs dans Detective Comics, oui. Puisque ils ont réédité son run. Paul Dini présente, que je vous ai chroniqué sur Radio Fogeek également, voilà, les trois tomes de Paul Dini présente Batman sur Detective Comics, pendant que Grant Morrison faisait la série Batman elle-même, et qui a été présentée dans le Grant Morrison présente Batman. Voilà, Urban nous a publié l'an dernier les 3 tomes de Paul Dini présente Batman, qui se passent en parallèle des événements du run de Morrison dans la série Detective Comics. Donc c'était là encore du bon Detective Comics à l'ancienne cette fois-ci, pas du actuel, pas des New 52. C'est vraiment de l'époque de Grant Morrison, donc deuxième moitié des années 2000. Et c'était très sympa. C'est que en 3 tomes, mais ça revient surtout sur le personnage de Silence,
On a vraiment un gros focus sur lui dans le 2e tome notamment, et ça exploite un peu les relations de Batman avec d'autres personnages de son univers et tout. Et vu par un scénariste qui connaît très bien Batman, puisqu'il s'est fait une spécialité d'écrire les épisodes de la série animée de notre enfance, la série de Bruce Timm, dessinée par Bruce Timm, voilà, et scénarisée pour plusieurs épisodes par Paul Dini. Donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet et qui connaît vraiment les relations entre les personnages, comment fonctionne Gotham et tout ça. Et les 3 tomes s'articulent vraiment très très bien et sont vraiment sympas. Je sais que j'ai beaucoup plus aimé lire la période sous Paul Dini de Batman que la période de Morrison en parallèle, parce que c'est plus digeste et ça fait plus référence à ce avec quoi on a grandi, quoi. Là où Morrison essayait de faire des choses un peu plus futuristes, un peu plus, comment dire, du jamais vu, quoi, un peu d'inédit sur du Batman, et en même temps reprendre les grosses ficelles, mais faire du neuf avec du vieux, quoi. Paul Dini, lui, il a vraiment il a pris les meilleures recettes qui fonctionnaient jusque-là dans Batman, et il a tout articulé comme ça, et ça fonctionne très bien. Disons que c'est moins classique. Le run de le run de Paul Dini est sûrement plus classique. Oui. Et le run de Morrison est un run, on peut dire néanmoins d'exception. Ah oui. Mais qui se veut une espèce de condensation de 70 ans d'histoire de Batman en l'espace de quoi de 8 volumes, je crois. De 8 volumes. En comptant Batman Incorporated. Ça doit faire quoi, une dizaine d'années environ, comme c'est des tomes un peu plus gros. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est vrai qu'aussi à ce propos le rédactionnel d'Urban Comics aide beaucoup justement à suivre ce run. Donc voilà. Donc juste pour revenir, puisque l'histoire dont on voulait vous parler et le comics dont on veut vous parler est un petit peu particulier, il s'appelle Dark Knight, une histoire vraie, qui est dessiné d'ailleurs par Eduardo Risso, qui est notamment connu pour 100 Bullets, là aussi édité chez Urban et réédité en ce moment dans des intégrales. C'est une histoire, donc c'est un tome unique, très récent, c'est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans en VO, et donc qui revient sur une histoire vraie de Paul Dini, puisque pendant la série Batman, je crois que ça date de en 1993 très exactement, il a été agressé par je sais pas exactement par quoi, enfin c'était des jeunes ou des délinquants, enfin voilà, et il a été il a été grièvement blessé, et il a passé très longtemps à l'hôpital, etc. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. C'est vraiment un épisode qui a marqué sa vie, pas seulement sa vie d'auteur, sa vie tout court, et du coup il a pratiquement plus de 20 ans après, il a fallu 20 ans pour coucher ça sur le papier, donc à l'aide d'une histoire mettant en scène notamment le Joker et a priori Batman, mais qui a l'air d'être un petit peu le personnage du Joker, qui a l'air assez central à cette histoire, et c'était un peu finalement quelque chose à la fois d'autobiographique et de cathartique pour évacuer cet épisode qui l'a profondément traumatisé. Et je vous avouerai, j'en sais pas plus, c'est vraiment le pitch dans ces très très grandes lignes, mais apparemment c'est vraiment un album, moi je pense que c'est l'album que j'attends le plus de ces débuts d'année, du mois de février, c'est clair. Et si vous êtes fan à la fois de l'auteur et de Batman en général, c'est vrai que c'est peut-être un peu particulier comme histoire de Batman, mais ça a l'air vraiment d'être j'irais au sens large. Si vous êtes fan de BD et de comics, c'est vraiment un tome à surveiller. Deux derniers tomes de ce mois de février, messieurs. Donc Florent, tu as voulu donc parler rapidement de la Panthère Noire, donc du personnage Panthère Noire de Marvel. Oui, donc juste signaler qu'on aura enfin des comics Panthère Noire en album relié qui vont sortir chez nous. Donc ça fait du bien, parce que c'est un personnage qui est très souvent mis de côté en dehors de ses apparitions dans les grosses séries comme Avengers et tout ça. Là, on va enfin pouvoir suivre en tome relié sa propre série à lui. Histoire récente. Voilà. Et évidemment, c'est pas innocent, puisqu'un film Black Panther est en préparation pour bientôt. Donc le personnage est remis aussi en avant par Marvel. Voilà, donc c'est pas tout à fait innocent qu'on ait des albums de lui maintenant, et à la fois chez nous, à la fois aux États-Unis. Voilà, c'est parce que on prépare le terrain pour le film qui va arriver, je crois, l'année prochaine. Black Panther, je crois que c'est 2018-2019. Ouais, ça doit être 2018, je sais plus, parce que le planning, on avait refait un petit... Vous avez changé le planning en cours de route, ouais. Ouais, mais en tout cas, ça avait dû glisser, donc c'est soit 2018, soit 2019 de mémoire, ouais.
Donc voilà, donc c'était juste pour signaler qu'on aura un héros noir, s'il en faut, parce qu'il y en a pas tant que ça, mine de rien, hein, quand on réfléchit. Chez les deux grands éditeurs, il y en a pas tant que ça. Ils ont des personnages de couleur qui retiennent des rôles de plus en plus importants, mais pas forcément sur le premier plan. Donc c'est bien de noter qu'un des Avengers les plus célèbres et les plus intelligents surtout est un personnage africain, puisqu'il n'est pas afro-américain, il est juste africain, et va mener ses aventures dans le Wakanda, qui est une nation à la fois à la frontière de la magie et de la science, à la frontière de l'ésotérisme et du scientifique. Donc c'est quelque chose de très important et de très intéressant à suivre. Et donc je pense que c'est l'occasion pour beaucoup de lecteurs de sauter dessus et d'apprendre à connaître ce personnage qui n'a pas été mis en avant ces dernières années, et qui mérite sa place au sein des plus grosses sorties des Avengers. Et à préciser, si je dis pas de bêtises, et si c'est bien cette série-là, je pense que c'est le cas, puisque c'est une série, c'est la dernière en date sur la Panthère Noire de Marvel, que c'est un auteur afro-américain, je crois, qui est dessus, et apparemment les retours étaient plutôt bons. Donc voilà, en tout cas une série à surveiller. Alors autre titre sortant en ce mois de février, dernier titre dont on va chroniquer d'ailleurs, et sur un personnage qui lui aussi va bientôt être adapté au cinéma, une héroïne d'ailleurs, Wonder Woman, avec donc la réédition du run de Greg Rucka. Donc là tout à l'heure on parlait de Paul Dini et Grant Morrison sur Batman, nous allons donc avoir Greg Rucka présente Wonder Woman. Voilà, ce qui est en Greg Rucka d'ailleurs, un auteur qui est en train à l'heure actuelle, dans le cadre du DC Rebirth, de faire un nouveau run sur Wonder Woman, qui est un auteur qui écrit très bien les personnages féminins, puisqu'il est aussi il a sa propre série indé chez Image Comics qui s'appelle Lazarus, et qui dépeint aussi une héroïne. Donc c'est un très grand auteur, et du coup voilà, on voulait attirer votre attention sur le fait que Urban va rééditer son run. Moi j'avais eu l'occasion notamment de lire un de ces épisodes de Greg Rucka dans l'anthologie, voilà, sur le personnage de Wonder Woman, puisque Urban fait de très très belles anthologies sur l'univers d'ici et sur des thématiques ou des personnages. Donc voilà, on a le droit bien sûr à Batman, Superman, à Flash, Wonder Woman. Le Joker a eu son anthologie aussi. Non, pas le Joker, les super vilains. Quoique sinon, je crois que le Joker en a eu un. Si je dis des bêtises, le Joker a bien eu. Ouais, t'as raison. Son anthologie. Il y a à la fois eu l'anthologie du Joker et l'anthologie sur les super vilains. Donc voilà, il y a pas mal de thématiques et tout. Et en tout cas, du coup, Wonder Woman va être aussi durant cette année 2017 un personnage énormément mis en avant par son éditeur du fait de la sortie du film qui va sortir, et on aura l'occasion de vous en reparler dans l'émission sur le cinéma, puisqu'elle risque d'être beaucoup gangrénée par les films adaptés de comics de nouveau. Oui, tout à fait. Nous passons maintenant, messieurs, au mois de mars. Alors là, on va peut-être passer un peu plus vite. Donc, deux titres Marvel, Wolverine, Arme X et La mort de Wolverine. Alors, Wolverine, Arme X, comme son nom l'indique, ça va raconter les années de Wolverine quand il était sujet d'expérience pour le programme Arme X. Donc, c'est un récit culte et surtout incontournable, un peu comme les origines de Wolverine. Le Wolverine, les origines de Paul Jenkins, c'est un peu un incontournable, le passage par l'Arme X, puisque c'est ce qui fait de Wolverine le personnage qu'il est et qu'on connaît tous, le mutant griffu aux griffes et au squelette d'adamantium, et avec un trou de mémoire gigantesque quant à certaines années de sa vie. Et donc ce passage Wolverine Arme X va reprendre une partie très classique de l'histoire de Wolverine et va le présenter au grand public qui n'était pas forcément connaisseur de ces années-là du personnage. Et donc ça va être sympa, et c'est non plus pas innocent, puisque le film Logan, qui sera le dernier film de Hugh Jackman en tant que Wolverine normalement, on dit ça à chaque film en fait. Ouais, voilà. Mais là, il y a des chances que ce soit le dernier, parce que ce sera un vieux Logan. Et donc il y a ce film qui sort dans pas très longtemps,
Donc c'est pas non plus innocent si ce genre d'histoire culte sur le personnage revienne sur le devant de la scène, puisque on va avoir besoin de cumuler pas mal de lectures sur Wolverine, sur Logan, pour comprendre ce qui va se faire dans le film. On peut conseiller notamment Old Man Logan aussi, dont le film sera en petite partie adapté. Adapté de cette histoire-là, de Wolverine Old Man Logan. Le film Logan qu'on va voir sera en partie une petite adaptation, mais seulement en partie, parce que malheureusement les droits des personnages Marvel appartiennent toujours à Marvel Studios, et la Fox ne possède que les droits des mutants. Donc il y a tout un pan de l'histoire qui va virer, tout un pan de Old Man Logan qui va virer, puisque ça a trait à l'univers Marvel, et chez la Fox on n'en veut pas. Donc on va avoir plutôt une histoire centrée vraiment sur Logan, et ils vont un peu étirer en parlant de l'arme X, en parlant peut-être également faire un clin d'œil à Death of Wolverine, justement, qui vient de se terminer, qui vient de sortir chez nous, enfin qui va sortir chez nous au mois de mars, qui s'est terminé il y a quelques mois, et qui est un gros événement également majeur. Donc peut-être que le film, on ne sait pas puisqu'on n'a pas encore vu d'extrait prolongé du film, à part la première bande-annonce, pour moi en tout cas, et de ce que j'ai vu du film, ça a l'air d'être vraiment centré sur le personnage de Logan et sa quête de rédemption, sa quête identitaire, et on va sûrement devoir passer par des passages et des chapitres obligés de sa vie, comme l'arme X ou la mort de Wolverine, qui vont présenter des aspects encore inédits du personnage, et dont on aura besoin pour comprendre davantage les clés et les meilleurs moments du film, je pense. Alors, je propose on passe au titre suivant, qui est un titre qui me tient personnellement à cœur, donc chez un jeune éditeur, Bliss Comics, dont notamment Florent, tu as eu l'occasion aussi de parler. C'est l'éditeur de Valiant chez nous en France, donc on a, pour ma part, moi je vous ai chroniqué Rai, le tome intégral qui rassemblait les 3 premiers tomes de la série, dont le 3e justement inédit chez Panini, qui n'était jamais sorti. Donc Rai, Ninjak tome 1, avec d'ailleurs je conseille de suivre un peu les actualités de Thomas Rivière sur Comics Place concernant Bliss Comics, parce qu'avec son site de vente en ligne de comics, Original Comics, il arrive à faire des partenariats avec Bliss, et il arrive à avoir des couvertures exclusives ou des bonus et tout ça, et donc c'est assez intéressant. Moi je m'étais pris la version collector de Ninjak, justement, ça coûtait 5 € de plus, parce que c'était 10 € la sortie du tome normal et 15 € la version collector. Et pour juste 5 € de plus, ça les vaut, hein. C'est une belle couverture. Par là, c'était Marguerite Sauvage, il me semble. Oui. Donc c'était une belle couverture, un très beau dessin, et je suis très content de voir que, par exemple, pour des séries comme X-O Manowar, ils vont sortir des intégrales, et de nouveau faire des collaborations avec Original Comics pour créer des couvertures exclusives, des couvertures collector et tout. Et voilà. Donc c'est toujours en édition très limitée, c'est de l'ordre de moins de 300 voire 200 exemplaires, donc c'est très limité. Voilà. C'est très limité, donc c'est en disponibilité quasi exclusive sur Original Comics, donc à sauter dessus. Faut surveiller les deux, Bliss Comics et Original Comics, pour connaître leur partenariat. Alors du coup, après le lancement l'année dernière de cette nouvelle et jeune maison d'édition qui, donc, comme tu l'as dit, édite les titres Valiant, et qu'on a eu l'occasion de vous chroniquer ou de parler dans les anciennes Divinity aussi, hein, dont le tome 2 va sortir prochainement. Alors là, donc c'est une intégrale. Ouais. Jamais publié chez nous, parce que c'est vrai qu'en fin d'année ils ont réédité notamment Archer and Armstrong, Rai, et là on va avoir X-O Manowar qui va sortir justement avec une possible couverture collector, si vous êtes amateur du genre. Qui sont donc des titres plus ou moins qui ont déjà été édités en partie par Panini, tu l'as souligné, et donc achevé dans ces intégrales, donc c'est vraiment des très très gros tomes. Et donc là ils vont publier Ivar Time Walker, donc qui est un personnage qui est apparu dans Archer et Armstrong, et qui est donc un personnage qui peut voyager dans le temps. Et voilà, justement, après la fin de cette série de Archer et Armstrong, puisque dans l'ensemble, les séries Valiant ne durent pas trop longtemps, hormis quelques séries fluff comme X-O Manowar qui a fait 50 numéros, la plupart des
séries s'arrêtent au bout d'une vingtaine, entre une dizaine et une grosse vingtaine de numéros si la série a du succès. Donc vous voyez, ça fait entre 1 an et 2 ans de publication, ça fait que quelques tomes, donc ça c'est plutôt appréciable. Mais voilà, ils préfèrent arrêter les séries et en faire de nouvelles, entre guillemets, hein. Ça veut pas dire que ça s'arrête, puisqu'il y a quand même l'idée d'un univers partagé qui s'est mis progressivement en route, comme chez les gros éditeurs comme Marvel et DC, mais ça a une taille beaucoup plus humaine, donc on peut vraiment suivre les différents personnages et leur interaction, ça c'est plutôt sympa. Et donc voilà, ils vont éditer ce titre chez nous, et personnellement je suis plutôt intéressé et impatient de le voir enfin sortir chez nous, puisque moi j'ai eu l'occasion de faire finalement quand Panini a arrêté la commercialisation de ces séries que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est une des rares séries et comics que je suis en VO. Donc j'ai pas mal de titres, et du coup quand Bliss est arrivé sur le marché, voilà, il a fallu que je fasse un choix entre malheureusement les séries qui n'ont pour l'instant pas décidé d'éditer, ou qu'ils ne rééditent qu'au format numérique ou en intégrale, et puis voilà, les séries les séries qui vont paraître, et j'ai fait un choix. Et donc Ivar Time Walker, je savais qu'ils allaient le publier, donc je ne l'avais pas fait, ouais. Mais donc du coup voilà, ça va permettre de compléter notamment la collection, et on aura sûrement l'occasion de vous en reparler. Dernier titre du mois de mars, de nouveau un titre Wonder Woman, avec cette fois l'auteur George Pérez. Donc là on est sur on est sur du très classique là. Voilà, des années 80. Avec George Pérez qui a notamment est très célèbre sur les titres comme Teen Titans, ouais. Et donc le fameux crossover des Crisis ouais. on Infinite Earths. Donc voilà, c'est là aussi un volume, moi en tout cas, que j'attends particulièrement. On passe au mois d'avril avec notamment un titre chez Delcourt, Strange Fruit, qui est sorti chez un petit éditeur aux États-Unis, et qui est donc une série par un auteur très connu qui s'appelle Mark Waid, et un dessinateur tout aussi connu qui s'appelle J.J. Jones, et qui est une mini-série en 4 parties, donc ça sera un tome unique vraisemblablement, et c'est une série qui a la particularité de parler donc de la ségrégation. C'est une série apparemment qui a fait pas mal polémique aux États-Unis. Alors je vous avouerai que j'avais eu des retours comme quoi la série était plutôt bien dans ses premiers épisodes. Je sais pas sur l'ensemble ce que la série vaut. C'est vrai qu'elle a entre guillemets à la fois le bon goût de ne pas durer trop longtemps, mais aussi 4 épisodes, c'est assez court. Donc est-ce que voilà, je dirais sur ces 4 épisodes, est-ce que l'histoire se tient en elle-même, est-ce que le propos de Mark Waid passe bien, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on va avoir l'occasion de l'avoir édité chez Delcourt. Donc ce qui est intéressant d'une part, c'est que c'est un tome unique, et alors je sais pas s'il y aura d'autres mini-séries, mais je ne pense pas. Et puis chez Delcourt, on a toujours des très belles éditions. Oui, c'est toujours très soigné. De toute façon, même s'il a pas forcément le catalogue le plus fourni, c'est l'éditeur numéro 1 de comics en France, surtout grâce à Walking Dead. Bah oui, tout à fait. Mais du coup, grâce au succès de Walking Dead et à l'argent que ça brasse, ils peuvent se permettre de chercher des petites séries comme ça et de nous les présenter, et ça fait du bien aussi de voir ça dans notre paysage adaptation français. Exactement. Alors, titre suivant dont tu voulais nous parler, même si c'était un titre, un numéro déjà assez avancé, Injustice, tome 8. Oui, Injustice, voilà, c'est juste pour vous conseiller de continuer à suivre la série si vous la faites, et de la commencer si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une série excellente, c'est un Civil War mais qui ne finit pas. C'est un Civil War qui va vraiment jusqu'au bout de sa logique, et c'est dans l'univers d'ici, donc avec les personnages de Superman, Batman, Wonder Woman et tout. C'est une énorme crise, une énorme scission de l'univers d'ici. Ça implique tous les niveaux. Là récemment on a eu le niveau ésotérique avec le Spectre, avec le père de Raven, la Teen Titans, le démon père de Raven. On a eu également Constantine qui a intervenu dans les derniers tomes, pour ajouter sa pierre à l'édifice. Oui, ça brasse Constantine, tous c'est Hellblazer, pour le rappel. Ouais. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, parce qu'il y a
Et donc voilà, donc Injustice c'est une super série, c'est totalement en dehors de l'univers normal de DC Comics, donc vous pouvez ne suivre que ça sans problème. C'est pas du tout Après, connecté. il vaut mieux quand même connaître les personnages Ouais, pour vraiment ouais, mais apprécier la série. ils sont tous expliqués. Dès qu'ils apparaissent, il y a une explication sur qui ils sont, quel est leur rôle, etc. Donc c'est vraiment readers friendly. C'est vraiment, voilà, vous prenez la série comme ça vient et vous l'enfilez d'une traite. Voilà, ça dure. Chaque tome couvre 6 mois de la guerre, enfin de la guerre Injustice. Donc voilà, donc deux tomes par an environ. Donc l'année 1, l'année 2, l'année 3. Et là, on va entrer dans l'année 4 justement de cette guerre qui n'en finit pas. Entre Superman qui a instauré un régime totalitaire et très autoritaire sur l'ensemble du monde, et les résistants derrière Batman qui tentent de ramener les choses à la normale et de déchoir le tyran. Voilà, donc c'est très sympa comme série, c'est toujours vachement bien scénarisé, c'est pas toujours dessiné de façon très belle, ça dépend des dessinateurs invités sur le titre, oui, mais en tout cas c'est pas les meilleurs auteurs, voilà, qui travaillent sur la série. C'est pas vraiment des rockstars, mais les scénaristes en tout cas font un gros effort de recherche dans les personnages d'ici et les références et tout, il y en a pas mal à choper, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc là on arrive déjà au tome 8 effectivement, donc c'est déjà pas mal. Et je vous conseille vivement de continuer la série ou de commencer la série si vous ne l'avez pas encore commencé. Les premiers tomes doivent toujours être trouvables parce que ça a bien marché. Ouais. Donc, voilà. Oui, puis Urban généralement réédite bien ces tomes s'ils sont en rupture. Alors voilà, après cela, je vous propose de finir le mois d'avril avec 2 titres Valiant aussi. Donc Face d'une part, qui est un personnage très intéressant qui est originairement paru donc dans la série Harbinger, qui est une série finie. Et qui aussi a été réédité d'ailleurs en intégrale, on a oublié d'en parler tout à l'heure, qui sont un petit peu pendant X-Men, les versions, les personnages mutants doués de pouvoir de chez Valiant. Donc c'est vraiment personnellement avec Archon et Armstrong, c'est Harbinger, c'est vraiment ma série préférée, avec de très bons personnages, dont le personnage de Face qui a le droit à sa propre série, vu le succès qu'elle a eu, et en plus Cocorico c'est une dessinatrice française qui est dessus, puisqu'il y a Marguerite Sauvage qui bosse dessus, donc ça c'est plutôt sympa. Et le personnage de Face en lui-même est excellent, puisque c'est une héroïne qui a des rondeurs, qui est même disons qui est même très ronde, elle est grosse quoi, et du coup c'est vrai que c'est vraiment sympa, parce que ça casse complètement les codes toutes les bimbos qu'on a l'habitude de voir dans les comics, et c'est un personnage qui est extrêmement attachant vraiment. Alors le problème c'est que honnêtement je sais pas, si vous voulez, Face c'est quand même un personnage qui à la fois donc dans la série Harbinger et dans des séries ensuite parallèles de l'univers Valiant, notamment la série Unity qui va être éditée par Bliss Comics, a fait on va dire son trou, mais du coup pour le problème est que si vous n'avez pas, je sais pas si c'est un bon point d'entrée. Si on n'a pas Harbinger dès le départ. Exactement. En tête, on connaît peut-être pas suffisamment de. Parce que ça se suit prémices, en fait. Il y a quand même l'idée d'une suite. Alors je pense qu'ils essayent de faire des points d'entrée, mais du coup, n'ayant pas encore lu la série, je peux pas vous dire clairement si c'est. On aura l'occasion quand elle sortira, je pense, d'en parler. Mais voilà, à vrai dire, je sais pas si ça sera un bon point d'entrée ou pas, mais en tout cas une série à suivre de près, comme la plupart des titres Valiant. Et donc un autre titre qui sort ce mois-ci, c'est sur le mois d'avril, c'est Book of Death, qui est donc, si vous voulez, le crossover, donc l'event de Valiant, donc où il fait rencontrer les personnages de ces séries, etc. Il y en a en gros un par an. C'est toujours des événements assez importants, contrairement chez Marvel où vous en avez tous les ans, mais en gros le statu quo change quasiment pas, ou peu, ou en tout cas ne dure pas. Là clairement c'est quelque chose qui dure dans le temps, et la seule chose que je sais sur Book of Death, puisque j'ai pas voulu me spoiler dessus, c'est que l'un des principaux personnages de l'univers Valiant meurt dans cet événement, et que
particularité donc de l'univers Valiant, contrairement justement au gros, c'est que généralement quand un personnage meurt, il meurt. Voilà. C'est même des personnages attachants ou quoi ou qu'est-ce, généralement basta. Donc je sais pas si c'est un event qui tient toutes ses promesses ou si c'est surtout un effet d'annonce. Voilà, à voir lorsqu'il sortira et lorsqu'on aura l'occasion de le lire. Mais si vous aimez Valiant, je pense que c'est à suivre. Voilà, la seule petite chose que j'ai à reprocher de Bliss, c'est que comme ils éditent un peu dans le désordre entre les rééditions des premières séries et l'édition des nouvelles séries, mais il y a quand même un peu des trous béants dans les... Voilà, par exemple, je crois qu'ils l'ont quand même annoncé pour le deuxième semestre, une série comme c'est forcément il faut que j'oublie le nom. En gros c'est la suite de Harbinger, mais c'est assez intéressant parce que ça s'intéresse surtout aux méchants de la série Harbinger. Mais voilà, ça me reviendra peut-être et je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc c'est une série en tout cas qui va pas apparaître tout de suite. Donc du coup c'est pas forcément dans l'ordre chronologique et c'est un petit peu dommage puisqu'ils sont en train à la fois avec des séries comme Ninjak ou Bloodshot Reborn, ils nous éditent les séries les plus récentes de l'univers Valiant et en même temps il y a entre deux il y a des il manque on va dire des c'est Imperium, voilà, je m'en suis souvenu, donc voilà, on verra ce que ça donne. Moi je suis assez dubitatif, j'ai peur qu'il manque des clés puisque ça devient de plus en plus référencé malgré tout, donc il faut vraiment mieux le faire dans l'ordre. On va passer au mois de mai, excusez-moi, avant de passer au mois de juin pour finir notre émission. Donc un titre dont tu avais voulu parler qui sort chez Glénat, Florent, Big Guy and Rusty. Oui, alors ça dira peut-être pas grand chose, j'ai testé justement avec toi tout à l'heure et ça te disait rien du tout. Non, pas du tout. C'est pour ceux qui s'en souviennent, si vous regardiez les dessins animés du matin sur M6, sur M6 Kid le dimanche matin, tout ça, il y avait une série qui s'appelait Big Guy and Rusty, qui parlait justement de ce grand robot blanc défenseur de l'humanité contre les dérives de la technologie et tout ça, et de ce petit garçon à la Astro Boy. C'est totalement un héritage à la Astro Boy d'ailleurs, de ce petit garçon justement robotique qui fait équipe avec ce grand robot blanc protecteur de l'humanité et des valeurs de l'Amérique évidemment. Et donc c'est une histoire un peu fraternelle entre ces deux personnages, entre Big Guy justement qui est le héros et qui comment dire est en fait un mecha piloté par un humain, alors que Rusty lui est un vrai androïde complet. Et il se lie d'amitié avec Big Guy parce que il pense que c'est le seul qui est capable de le comprendre, qui est capable de l'aider, d'être socialement son égal, sans savoir que à l'intérieur de Big Guy c'est un être humain en fait qui réagit et qui lui donne des leçons de réaction humaine sur les émotions, sur les situations, tout ça, voilà. Donc c'est une amitié à double sens. Et c'est assez sympa, et puis c'est surtout l'occasion de voir des robots se taper dessus, puisque c'est le point fort de la série, c'est que le personnage de Big Guy aidé par Rusty va affronter plein de méchants différents, plein de robots différents qui sont envoyés sur la ville principale de la série et qui sont là pour foutre le bordel. Et on a justement le duo Big Guy and Rusty qui les affronte et qui sauve la ville et sauve l'humanité de temps en temps, et voilà. Enfin, c'est vraiment une série sympa, c'est à la fois très action et à la fois très réflexion. En tout cas le dessin animé était comme ça, et en fait le dessin animé s'inspirait d'un vieux projet de Frank Miller qu'il avait déjà sorti, je sais plus chez quel éditeur. Je sais pas si chez nous en France on a eu une trace de ça, faudrait vérifier. Mais en tout cas, il y a déjà eu un vieux comics ou une vieille série papier qui est sortie. Et voilà, c'est réactualisé. C'est sûrement pas réactualisé au goût du jour d'aujourd'hui. C'est sûrement pas une série récente, mais on va retrouver avec plaisir ces deux personnages dans une série publiée chez Glénat, dans une belle édition, dans un beau format, donc ça va être sympa. Et a priori c'est un tome ce serait un one shot apparemment, donc ouais. Prochain tome donc dont on voulait vous parler, qui a l'air très très intéressant. De nouveau un tome sur Wonder Woman qui cette fois s'appelle Terre 1, donc un titre récent. On a eu Batman Terre 1, on a eu Superman Terre 1. En général, c'est les origines des personnages revues façon plus dark,
plus terre à terre aussi. Un peu plus terre à terre, un peu plus dark. Donc on a eu, comme je disais, voilà, on a déjà eu 2 tomes sur Superman, on a eu 1 ou 2 tomes sur Batman Terre 1. C'est la Terre 1, c'est la Terre des origines un peu plus terre à terre, un peu plus dark, un peu plus posée, un peu plus réaliste des personnages. Et donc on va avoir ça cette fois-ci pour Wonder Woman. Ça risque d'être assez sympa à suivre puisque ça sera sachant que c'est toujours des auteurs confirmés d'ailleurs. Oui, en plus, voilà. Donc ils confient pas le label Terre 1 à n'importe qui, donc on va avoir un récit de qualité, bien dessiné, et donc ça va être intéressant à suivre. Donc sachant que voilà, notamment au dessin, donc c'est Yannick Paquette qui a un style très particulier. Il a notamment été édité chez nous donc sur le titre Swamp Thing, avec Scott Snyder, qui est une série donc finie maintenant. Et c'est la particularité, c'est presque des tableaux ou des peintures. Il a tendance à éclater un petit peu on va dire le format traditionnel des cases de BD pour faire des compositions un petit peu d'ailleurs comme J.H. Williams 3 sur le titre Batwoman. Et du coup je pense que c'est un auteur qui est très inspiré d'ailleurs de l'art nouveau, des affiches et de l'art graphique et architectural de l'art nouveau. Et c'est vraiment somptueux. Donc là, c'est un bouquin d'ailleurs qui a été attendu très longtemps, retardé de nombreux mois, voire années, et qui est enfin sorti l'année dernière chez DC, qui sort chez nous, donc pour l'occasion d'ailleurs de la sortie donc, du film Wonder Woman, puisque ça sera au mois de juin en ce qui concerne le film. Donc c'est vraiment le titre édité là dans ce premier semestre qui est le plus proche de la sortie du film, et en tout cas sûrement voilà, enfin. C'est tous des titres intéressants sur les 3 titres dont on vous parlait, avec celui de Greg Rucka et celui de George Pérez, mais je pense que c'est le titre le plus actuel et le plus attendu, sachant que normalement il doit y avoir une suite, si je dis pas de bêtises, à ce Wonder Woman Terre 1, mais ça risque de prendre quelques années avant qu'on envoie la suite. Mais je crois que Grant Morrison avait dit qu'il voyait l'histoire en 2 ou 3 tomes de mémoire, voilà. Donc, et comme d'habitude avec Grant Morrison au côté scénario, c'est très très documenté, et c'est voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, je pense avec le rédactionnel d'Urban derrière, ça peut être un bon point d'entrée pour connaître ce personnage qui finalement a, enfin, de la Trinité, donc avec Batman et Superman, est sûrement à la fois le moins connu, en tout cas chez nous, et surtout le moins bien édité. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je sais plus si tu t'en souviens, Florent, ce que j'avais dit, mais finalement Wonder Woman, contrairement aux autres personnages, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que j'avais dit lors d'une émission, j'avais dit c'est pas... il n'y a pas des runs d'exception, mais finalement c'était plus par méconnaissance. Voilà, puisqu'on va retrouver les runs de Greg Rucka et George Pérez et tout ça, donc voilà. on va les avoir maintenant, voilà, les runs d'exception, mais il fallait attendre que le film arrive, que le projet cinéma se fasse. Ça n'a été forcément très bien édité chez nous, quoi. Et chez nous, on a eu Urban a commencé avec l'Odyssée, qui était très bien, le diptyque de Straczynski, mais pas fini par Straczynski comme d'habitude, donc fini par quelqu'un d'autre que Straczynski, mais c'était sympa. Et puis après on a eu le run des New 52 de Azzarello et Cliff Chiang, qui est un très très bon run, voilà, très bon, et David Finch, dont d'ailleurs le run vient de se finir ce mois-ci avec le 3e tome de Wonder Woman, déesse de la guerre, donc le run de David et Meredith Finch, mari et femme, elle au scénario et lui au dessin, aidé aussi par le dessinateur de la série The Little Mermaid, donc la petite sirène, chez Zenescope, avec qui Meredith Finch a déjà travaillé sur cette série justement, et donc elle l'a emmené dans ses bagages pour travailler sur Wonder Woman, déesse de la guerre, qui s'appelle comme ça chez nous, pour différencier du run d'Azzarello. Donc voilà, et donc ce 3e et dernier tome vient de sortir là, de toute façon au mois de janvier, au moment où on vous parle, il est déjà sorti. Il vous sera chroniqué dans pas longtemps normalement. Donc ça se trouve, il aura déjà chroniqué quand sortira l'émission. Et puis voilà, que dire sinon que ça fait du bien de voir enfin un personnage féminin sur le devant de la scène, parce que voilà, c'est vrai que quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de super héroïnes qui ont leur série à elles mise en avant.
Et donc avec le film Wonder Woman, c'est l'occasion de redécouvrir des runs de légende sur le personnage et surtout de s'intéresser à un personnage qui fait partie, comme tu dis, de la trinité sacrée chez DC Comics avec Batman et Superman. Et on va pouvoir enfin la redécouvrir avec les origines que lui a donné Brian Azzarello, mais cette fois-ci dans le film. Le film sera apparemment assez fidèle ou assez inspiré de ce que Azzarello a fait sur son run New 52. Donc c'est à suivre avec intérêt. Ouais. C'est vrai que ça promet d'être très donc Terre 1, comme je disais, effectivement, sera le pendant très terre à terre et très dark de Wonder Woman. Donc à tester également, pourquoi pas. Je sais que j'ai pas fait les Terre 1 de Batman et Superman, mais peut-être que celui-là me tentera un peu, donc je vais voir. Moi j'avais fait le tome 1 de Superman, et qui était d'ailleurs fait par Straczynski, et c'était pas mal, mais c'était pas non plus enfin je sais pas, j'avais pas trouvé ça exceptionnel, mais bon, c'était dans mes découvertes du personnage de Superman à l'époque, après la sortie du film Man of Steel. Alors, donc tome suivant, un tome aussi assez ça commence à chiffrer, dirais-je. Saga, tome 7. Voilà, ça je voulais le mettre dans le planning aussi parce que c'est à signaler. Saga, c'est une excellente série de space opéra et de romance, mais aussi d'action et de tranches de vie, comme on dirait dans le manga, des slice of life. Voilà, c'est exactement ça, c'est des tranches de vie, c'est la vie d'un couple qui fuit leurs deux planètes d'origine. C'est un couple qui vient de deux planètes en conflit depuis des années. Ils sont ensemble contre tous avis et contre toute controverse, et ils ont un enfant. Ils ont un enfant ensemble, donc ils sont pourchassés par les deux armées de leur pays respectifs, enfin de leurs planètes respectives, qui veulent absolument pas que ça se sache qu'il y a eu une union entre deux membres de ces deux espèces, et qu'il y a eu un enfant de créer, tout ça. Ils veulent absolument pas que la guerre soit tachée par ce genre de choses. Et on suit du coup le quotidien de ses parents qui sont un jeune couple également, et qui sont des jeunes parents, et qui élèvent leur enfant dans l'espace, et qui sont en pleine fugue également, qui sont en pleine, enfin pas fugue, mais en pleine la fuite. Oui, c'est voilà, ils sont en pleine, je sais plus quel est le mot que j'avais en tête, mais ils sont en pleine fuite aussi. Oui, c'est ça, voilà. Ils sont en pleine fuite, ils sont en pleine escapade à travers l'univers, à travers leur univers connu. C'est des déserteurs. Voilà, en plus c'est des déserteurs. Donc ils cumulent vraiment les crimes de guerre, selon les critères de leur planète d'origine, ils cumulent les crimes de guerre, et donc ils sont pourchassés. Et on retrouve des personnages hyper sympas, hyper charismatiques, comme le prince robot 4, la petite fantôme qui veille sur le bébé justement, qui est sa nounou. Il y a les parents du père de la gamine justement qui interviennent à un moment donné, donc les grands-parents de la gamine plutôt, qui interviennent aussi à un moment donné de l'histoire. Après on découvre d'autres personnages très attachants. Les chasseurs de primes qui sont à leur trousse ont aussi leur histoire qui est très intéressante aussi, la traque, le testament, du tout coup, ça. D'ailleurs, ça porte bien son nom, Saga. Hein, c'est une vraie saga, c'est une vraie fresque de space opéra, avec plein d'espèces, avec plein de thèmes, avec plein de personnages différents qui interviennent, toujours centré sur le couple de Alana et Marco, mais avec plusieurs personnages qui interviennent autour d'eux et tout ça, donc c'est vachement sympa, des personnages qu'on n'a pas vus depuis un moment qui reviennent maintenant et tout ça, rien n'est laissé au hasard, et c'est aussi connu Saga pour ces scènes surprises, c'est-à-dire on ouvre la première page et boum, on tombe sur un accouchement, ou on tombe sur un truc vu de face, donc c'est assez impressionnant. Voilà, on tombe sur des scènes de sexe aussi des fois, d'un seul coup paf, on tourne une page et on arrive en plein dans une scène de sexe. C'est le quotidien d'un jeune couple, voilà, qui sont en pleine fuite et qui en pleine en pleine cavale, c'est ça que je cherchais, le mot de tout à l'heure, en pleine cavale, et qui font tant bien que mal pour élever leur gamine comme il faut. Et donc là on arrive au tome 7. Pareil, c'est une série qu'Urban a dû republier plusieurs fois, à mon avis, a dû rééditer plutôt. Oui. A dû rééditer plusieurs fois, donc les tomes sont toujours trouvables à mon avis. Oui, tout à fait. Commandables et trouvables chez votre libraire, ou si vous aimez pas sortir de chez vous, sur Amazon. De toute façon, c'est une de leurs d'ailleurs. C'est une des séries qui marche le mieux aussi. Je pense. En dehors des séries Batman et de l'univers DC, parmi tout leur label chez Indies, indé.
Ouais, effectivement Indies, et je pense que c'est une des séries qui marche effectivement le mieux, quoi. Donc voilà, on a ça. Et puis, je crois qu'en juin... justement, avant juin, un dernier titre au mois de mai qui, moi, j'ai le... Désolé de le dire crûment, mais j'ai le golomètre au Panthéon, là. C'est le nouveau titre de Jason Aaron et bien sûr, j'ai complètement oublié le nom du dessinateur, décidément. Je vais vous retrouver ça aussi quand je vais parler du titre. Avait déjà, c'était un couple d'auteurs qui avait déjà officié sur la série Scalped, que tu avais notamment eu l'occasion de lire, que je t'avais prêté, Étienne, et je pense que tu avais bien apprécié. En effet, sur un pan, on va dire, un peu méconnu sur les réserves indiennes, les trafics en tout genre qui ont lieu, et un titre bien sombre, mais bien sympathique. Et surtout avec des graphismes aussi assez atypiques. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, en plus des dessins qui étaient très beaux, c'était la couleur. Parce que je pense que le dessinateur fait tout lui-même. En plus, c'est à l'origine un dessinateur qui vient des pays de l'Est. Et qui est vraiment, vraiment, vraiment bluffant, quoi. Et voilà, je vais bientôt retrouver le nom. Ah oui, R.M. Guerra. Alors c'est assez marrant parce que son titre, on croirait plus qu'il est, je sais pas, espagnol ou d'Amérique du Sud. Je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Espagne ou quelque chose comme ça. Mais du coup, je sais plus, il est serbe ou un truc comme ça. Et en tout cas, c'est vraiment à la fois Jason Aaron, qui est un très très grand scénariste, qui notamment explose chez Marvel avec des séries comme Thor ou avec Wolverine and the X-Men aussi. Ouais, enfin ça c'est plus vieux maintenant. C'est fini. Je veux dire, mais dans les séries encore en publication à l'heure actuelle, il est toujours sur le titre Thor et ça fait un moment qu'il y est. Donc apparemment, il est vraiment en train de créer un run aussi d'exception sur le personnage. Il travaille sur les nouvelles séries Star Wars de Marvel. Enfin, c'est un auteur. Il a aussi énormément de séries. D'ailleurs, comme The Goddamned, qui est chez Image, donc qui est une série qui lui est propre. Il a aussi donc Thousand Bastards avec un autre dessinateur. Donc comme c'est un scénariste, il a forcément pas mal. Il peut se permettre d'avoir plusieurs séries en même temps. Voilà, Thousand Bastards, qui est assez proche d'ailleurs, enfin je trouve, dans l'esprit de Scalped. Et donc The Goddamned, finalement j'en sais pas beaucoup sur la série en dehors du fait que forcément avec le couple d'auteurs je l'attends énormément et que les premiers, c'est une série qui est assez récente, hein, elle a commencé l'année dernière, donc il y a juste un tome, mais vous voyez, c'est une série qui va être rapidement éditée chez Urban, puisque ils suivent les auteurs, je pense, de manière très proche. Et donc ils ont acquis la série assez rapidement. Et donc c'est une espèce de relecture de la Bible, d'après ce que j'ai compris. Moi je pensais qu'au départ c'était vraiment la Bible. Enfin, une adaptation, mais quand même assez fidèle. Et d'après ce que j'ai compris récemment, ce serait quand même plutôt fantastique ou fantasy. Donc il y aurait quand même une part un petit peu de fictionnel, enfin de science-fiction, quelque chose d'un petit peu bigger than life et pas forcément hyper réaliste comme d'ailleurs comme dans Scalped, qui se passe dans notre monde. Et donc apparemment c'est une série qui va s'intéresser notamment aux personnages d'Abel et de Caïn. Voilà, mais une sorte de version revisitée. Le peu de visuels que j'ai vu de la série sont bien sûr absolument à tomber par terre. C'est toujours aussi magnifique. D'ailleurs, c'est une série qui, au niveau de sa publication, n'est pas du tout régulière. C'est-à-dire que normalement, c'est chez les séries indé, chez Image, on reste toujours, contrairement aux séries plus mainstream, on reste toujours sur sur les mêmes couples d'auteurs, dessinateurs, scénaristes. Et alors que généralement les scénaristes changent beaucoup plus régulièrement dans les séries mainstream, puisque justement ils n'arrivent pas à suivre le rythme qui est un rythme mensuel. Dans ces séries d'auteurs, dont ils ont les droits,
eh bien le principe c'est que généralement ils publient l'équivalent d'un tome. Généralement c'est 6 à 8 chapitres qui paraissent d'affilée, donc tous les mois, et puis vous allez avoir une pause de 2-3 mois avant qu'ils ne reviennent pour une salve de chapitres, et ça fonctionne comme ça. Donc en gros vous avez tous les 8-10 mois un nouveau tome qui sort, donc c'était comme d'ailleurs Saga dont on parlait juste avant. Et de fait The Gundam a eu la particularité lui par contre d'avoir dès ses premiers chapitres une parution assez erratique où genre au bout de 3 chapitres il se passait peut-être je sais pas exactement les délais, mais il s'est peut-être passé 3 mois ou 6 mois avant qu'il y ait la suite quoi. Donc c'est pour ça que même ça doit faire plus d'1 an maintenant que la série paraît, et finalement en l'occurrence il y a très peu de chapitres et c'est pas une série régulière comme la plupart des autres séries Image. En tout cas c'est vraiment une série à suivre et que je vous recommande. Et on va finir notre émission avec le mois de juin. De manière générale, on peut dire que ça va être le mois de l'arrivée des titres DC Rebirth chez Urban Comics. Oui, alors ça, ce sera à surveiller. Alors, j'ai pas tout suivi, donc je sais pas si j'ai tout compris, mais en gros, il y aura un gros tome de plusieurs centaines de pages qui s'appellera DC Rebirth, qui prendra tous les numéros 1. Tous les numéros 1 de DC Rebirth, voilà, ce sera un gros tome qui va éditer tous les numéros 1 de la partie Rebirth, voilà, des nouveaux New 52, enfin des New 52. Hein. Il y aura DC Universe Rebirth, ça sera en mai, dessus, voilà. Et en juin, on aura ensuite chacune des grandes séries qui vont rebirther également. Qui vont se rebooter. Donc on aura Batman Rebirth, on aura Wonder Woman Rebirth, Superman Rebirth. On aura du Rebirth en veux-tu en voilà quoi. Donc juste peut-être pour expliquer à ceux qui suivraient pas de manière c'est les nouveaux New 52, on a eu les New 52 depuis 2012 avec Urban quand 2011. Mais nous 2012 quand Urban est arrivé. Quand Urban est arrivé voilà, on a eu ces 5 dernières années, oui exact, voilà, c'est ça, on a eu ces 5 dernières années, on a eu toutes les histoires qui se passaient actuellement, enfin dans l'actualité des sorties de l'univers d'ici, ça s'appelait les New 52, c'était un nouvel univers et tout ça, et cet univers est rebooté une fois de plus. L'univers d'ici reboot son univers, mais moins souvent que chez Marvel quand même. Oui, ce qui est appréciable. Voilà, et ils vont rebooter leur univers et nous offrir des... Alors, c'est pas forcément des nouvelles histoires, enfin, même si ça sera des nouvelles histoires parce que forcément ce sera pas des rééditions de choses déjà faites, mais ce sera surtout l'occasion d'avoir des nouveaux groupes d'auteurs sur des nouveaux personnages, de changer un peu la donne, des auteurs qui sont installés depuis un peu longtemps sur un perso, on va les faire bouger, on va les mettre sur un autre, etc. Ça va être assez intéressant. Et là, tu es en train de regarder le 4e monde, je crois, de Kirby, qui va se terminer aussi, je crois, cette année. On va avoir la fin du run légendaire de Kirby là-dessus. Alors oui, enfin là, en l'occurrence, je regardais, c'est fini ou ça va finir. Mais là, je regardais une autre série qui va donc paraître en juin et je voulais attirer aussi. Pour Rebirth, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça sera le mois de juin 2017, le mois de juin 2017 sera pour Urban Comics un gros tournant puisque ce seront toutes les séries phares de l'éditeur qui vont rebooter avec le Rebirth, avec l'univers Rebirth, et donc il faudra garder ça sous la main et vraiment surveiller les actualités au niveau de ça. Oui, tout à fait. Oui, ça va être. On verra bien ce que ça donnera. Mais a priori, les retours aussi sont plutôt bons sur ce Rebirth, voilà, qui a eu lieu au départ un petit peu de manière un petit peu chaotique en ce qui concerne les annonces chez DC. Puis finalement, ils sont pas très. En fait, je pas comparé à Marvel qui fait des effets d'annonce tout le temps, des grands effets de manche et voilà. Tout le temps, et voilà qu'on vous sort des auteurs du chapeau, en veux-tu en voilà, sur toutes les séries, et puis on remélange tout ça, on remixe ça tous les ans, et puis c'est tous les ans la même bouillie en fait, mais toujours remixé. Chez DC, en fait, ils sont pas très forts sur la communication, ce qui est paradoxal vu qu'ils appartiennent à une société de multicommunication mondiale, mais ils sont pas très forts niveau communication, mais leurs effets d'annonce quand ils en font sont vraiment basés sur du solide en général. Ouais.
Alors, on va finir donc avec 2 titres. D'une part, les Losers de Jack Kirby. Donc Jack Kirby qui est le king, king des comics, comme on l'appelle, le roi. C'est Stan Lee, c'est Stan the Man, c'est l'auteur, voilà, et Kirby c'était le roi, the king. Le scénariste également, puisque le 4e monde c'est de lui, voilà. Donc, mais il s'est plus éclaté chez DC à mon avis à faire son truc de 4e monde et tout que chez Marvel à devoir faire avec les caprices de Stan Lee sur le scénario, parce que Stan Lee est pas forcément un ange non plus, hein. C'est pas quelqu'un qui aime qu'on tire la couverture autre part que sur lui. Donc voilà, Kirby c'était la partie visuelle, effectivement. Kirby c'était le gros visuel avec Steve Ditko du début des années Marvel, des années 60, tout ça, avec l'ascension de Stan Lee et tout ça. Et c'est le créateur de Captain America des origines. Tout à fait. Voilà. De pas mal de personnages. C'est le king des comics. C'est pour ça qu'on l'appelle le king, parce que c'est vraiment le roi, c'est le monsieur du monde des comics. Alors comme tu l'as précisé, il a ensuite vogué chez DC, notamment dans les années 70, et en gros, comme c'était quelqu'un, voilà, déjà une star des comics à l'époque où justement ça n'existait pas encore trop. En gros, ils lui ont laissé un peu faire ce qu'il voulait, et il a fait pas mal de séries. Donc on peut dire que Urban, parce que c'est quand même des séries maintenant assez vieilles, forcément. Oui, c'est vieillot, c'est sûr. Faut accrocher au style, c'est très bavard, c'est très vieillot. Le dessin est très grave, j'allais dire dessin très graphique forcément, mais c'est très particulier, c'est très années 70, c'est vraiment, faut vraiment accrocher, et surtout c'est très bavard, donc à l'époque ça parle tout le temps. Bon, donc, Kirby est à la fois un très bon dessinateur, mais pas forcément un bon dialoguiste, pas forcément. Mais en revanche c'est épique, hein. À chaque fois c'est le 4e monde, c'est épique, la naissance de Darkseid, de Hellfather, l'univers tout ça, par contre ce qu'il dépeint, même si c'est pas forcément bon en tant qu'histoire ou au niveau dialogue, visuellement c'est une claque à chaque fois. Et puis au niveau de l'univers c'est très fouillé, très recherché. De toute façon c'est grâce à durablement d'ailleurs c'est grâce à Jack Kirby qu'on a un personnage comme Darkseid, avec toute la mythologie qui va autour, et vous le retrouverez, pour ceux qui connaissent pas Darkseid, c'est the grand méchant de l'univers DC Comics, comme Thanos l'est avec l'univers Marvel Studios en ce moment. Tout à fait. Et Darkseid va être le grand méchant de l'univers DC au cinéma, puisque c'est de lui dont on commence à avoir quelques prémices et quelques aperçus dans le film Batman v Superman, et a fortiori qu'on aura dans le film Justice League partie 1. Alors effectivement, ils l'ont très succinctement évoqué, et a priori ce sera un de ces lieutenants qui sera l'un des principaux méchants, si ce n'est le principal antagoniste. Et puis après lui-même débarquera. Il finira par débarquer. Voilà. Comme on attend d'ailleurs toujours Thanos chez Marvel, mais il s'est levé. Il s'est levé, ça y est, il va faire quelque chose. Voilà, il a mis son gant. Alors, donc juste, les Losers, c'est un peu particulier parce que là, c'est une série qui dépeint, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on parlait des anthologies d'ici tout à l'heure, qui sont parues chez Urban. Il y a une anthologie de Jack Kirby, donc qui parle, donc du 4e monde, de Omak, de Kamandi. Il n'y a pas aussi c'est pas Tarzan, mais c'est Kamandi. Oui, c'est Kamandi, c'est ça, l'homme de la jungle. Ouais. Qui est avec, et Flex Montalo, c'est pas lui du tout en revanche. Non. C'est pas le même univers. À ma connaissance, non. Mais en tout cas, ça a été repris par Grant Morrison, mais je pense pas que ce soit un personnage de Kirby. C'est pas Kirby à la base, non. D'accord. Ça doit être un personnage plus vieux, effectivement, que donc Morrison a ensuite a repris avec Frank Quitely. Alors, donc en ce qui concerne les Losers, je suis plutôt content qu'il réédite ça, même surpris, j'avouerai, et intéressé parce que donc dans l'anthologie Jack Kirby, ça fait partie des récits. Donc à chaque fois, bien sûr, c'est des extraits. C'est quelques chapitres seulement. Donc là, ils vont proposer l'anthologie. Et moi, c'est une des histoires qui m'avait le plus plu de cette anthologie. Et donc, du coup, je suis assez intéressé de voir la réédition, l'intégralité des Losers réédité chez Urban. Et je trouve que c'est vraiment à louer l'effort de réédition qu'ils font autour de cet auteur, de Jack Kirby, qui est, à mon avis, pas forcément des plus vendeurs, mais ça fait vraiment partie du patrimoine, je dirais, de la BD au sens large et des comics en particulier. C'est le patron de toute façon dans le monde des comics. Il faut connaître
Alors, faut pas forcément se taper toutes les œuvres du bonhomme, Non, parce bien qu'il y sûr, en a des bien sûr. tonnes. Il y en a des tonnes et il y en a des chez, Oui, parce qu'il chez, a été chez très tout, productif, chez tout le monde. Ouais, même ouais. s'il est décédé il y a depuis maintenant très longtemps, parce qu'il est Voilà. décédé relativement jeune, il avait à peine la soixantaine. Mais il a été très prolifique, comme tu dis. Il a fait des trucs un peu chez tout le monde, chez Oui. Marvel, chez DC, chez d'autres éditeurs plus petits, tout ça. Donc il a une énorme bibliographie. Ouais. Et il y a des titres à l'intérieur qui sont incontournables et qui doivent se suivre, qui doivent être connus par tout le monde, parce que ça fait, comme tu le disais, partie du patrimoine. C'est un must-have pour tout fan de comics et tout ça. Kirby, c'est la légende, c'est vraiment le patron. Tout à fait. Et si on passe à côté, on rate énormément de choses. On peut passer à côté parce qu'il n'est pas essentiel de connaître les œuvres de Kirby pour connaître, puisque les personnages sont rebootés tout le temps, donc il y a des origines qui reviennent tout le temps. Donc finalement, le travail que Kirby a fait dans les années 60 chez Marvel a été depuis longtemps effacé et refaçonné par d'autres personnages, par d'autres auteurs et tout ça. Mais c'est toujours intéressant de se replonger dedans parce que c'est vraiment un point d'ancrage. C'était le premier point d'ancrage, quoi. D'ailleurs, justement, à ce propos, avec le DC Rebirth qui a lieu en ce moment aux États-Unis, va sortir une nouvelle série Kamandi. Donc du personnage de Kamandi, et apparemment qui est une espèce de série chorale, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, ce sont des auteurs différents qui vont se succéder, et ça va être sur un petit peu la méthode du cadavre exquis, c'est-à-dire voilà, un auteur, un dessinateur vont prendre le premier chapitre, et le second duo doit faire à partir de ce qui a été fait dans le premier, proposer la suite, et puis quelqu'un prend la suite, et je crois que ça va être en 8 parties. Donc voilà, avec chaque fois des auteurs différents, donc forcément ça doit être assez particulier. Ça va être un peu décousu peut-être. Ouais, peut-être, mais là, en tout cas, ça a l'air assez intéressant, et donc c'est un tribute, comme ils appellent ça aux États-Unis, sur Jack Kirby. Donc voilà, sûrement une curiosité qui sera peut-être un jour édité par Urban. Et pour finir, un dernier titre Urban. Voilà que je souhaitais aussi mettre en avant, c'est sur la série Hellblazer, qui est donc la série de John Constantine dont tu parlais dans le cadre d'Injustice, donc qui est le personnage le plus vieux personnage et celui qui a eu le run le plus long chez donc Vertigo, qui est le pendant adulte de DC, et qui a eu plus de 300 numéros avec des auteurs très prestigieux qui s'en sont succédés dessus. Et donc Urban publie aussi des intégrales des runs des principaux auteurs, bon gré mal gré, dirais-je, puisque c'est pas, malheureusement, c'est vraiment, ça fait partie des titres qui ne sont pas du tout vendeurs à mon avis chez Urban, et pourtant qui ont été réclamés à corps et à cri par les fans. Donc ils ont notamment réédité récemment, l'année dernière, le run de phare de Garcenis sur le personnage. Donc là il y a eu le tome unique de Warren Ellis sur le personnage qui est paru en fin d'année dernière, et dans la foulée, donc Brian Azzarello, donc on vous parlait tout à l'heure pour son run notamment sur Wonder Woman, qui est en 2 tomes. Donc le précédent tome est sorti en fin d'année dernière, et donc au mois de juin, donc il aura fallu être patient, on va voir la fin du run de cet auteur sur le personnage de John Constantine, et ça s'appelle Brian Azzarello présente Hellblazer tome 2. Voilà messieurs, nous en avons fini sur ce panel, ma foi, très long. C'est vrai que Étienne, du coup, tu n'as pas trop réagi sur la partie comics, mais tu as peut-être des titres dont... Bon, il y en avait juste un. C'est vrai que moi je suis plus limité, on va dire, au niveau comics. Au mois d'avril, la nouvelle série sur le Punisher. Donc avec au dessin, c'est Steve Dillon, et je me souviens plus de... Regretté aussi, puisqu'il est décédé très récemment. Ah, ça je ne savais pas. Bon, et donc, je crois qu'il était d'ailleurs toujours sur son run du Punisher. Et donc en fait au scénario, chose assez on va dire rare pour un univers comme ça, c'était une femme, mais je me souviens plus de son nom. D'accord. Et c'est la série la plus récente sur le Punisher. Ouais. Je le savais pas pour. Ouais, non, c'est assez récent, ça a été brusque aussi. Parce qu'il était pas vieux. Non, il a 54 ans, je crois. Ouais. Donc après,
Après, pour revenir sur le... là, on vous a fait le premier semestre 2017, du coup. On vous fera peut-être un second semestre 2017 quand le temps viendra. Oui, tout à fait. Quand le temps viendra. Pareil pour les mangas, les comics et tout ça. Et puis là, vous allez attendre des émissions qui vont arriver sur le cinéma 2017. Qu'est-ce qu'on attend du cinéma, les jeux vidéo, puisque ça aussi, c'est aussi une de nos passions, enfin pas la mienne particulièrement, mais une des passions de la majorité d'entre nous sur Radio Faux Geek. Donc vous aurez une émission sur les jeux vidéo, une émission sur le cinéma qui vont venir dans les prochaines semaines pour oui, ça va suivre effectivement. Voilà, pour vous présenter le planning 2017 de ce qu'on peut attendre et de ce qu'on peut espérer. Alors juste pour finir, est-ce que vous pouvez dans la liste, dans toute la longue liste qu'on a fait, si vous avez un ou plusieurs titres que vous souhaiteriez mettre plus particulièrement en avant sur les mois à venir, que vous conseillez donc à nos auditeurs? En manga, moi pas du tout, mais en comics, si je devais en retenir qu'un seul, pas forcément un seul, mais un ou plusieurs, les plus emblématiques pour toi, enfin en tout cas ceux que tu suis particulièrement, quoi. Raceborn, le premier dont on a parlé, voilà, qui va sortir en février, début février. Raceborn par Joe Benitez et sûrement le Wonder Woman par Perez. D'accord. Parce que le classique. Voilà, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il a pu faire, sachant qu'il a été excellent sur les Teen Titans. Oui. Donc sur un personnage plus mature comme Wonder Woman, j'ai hâte de voir ce qu'il a pu faire. Apparemment, c'est un très très bon run qu'il a fait. Ouais. C'est vrai que c'est moins connu, mais tout comme toutes les séries qu'il a eues dans les années 80, apparemment il a vraiment eu un run d'exception dessus, qui pourtant méconnu, mais donc dans le tome sur Wonder Woman, notamment il y a un chapitre, un extrait de ce run là, et ça a l'air vraiment particulièrement intéressant. Étienne? Alors en manga, je dirais Fire Punch, oui. Donc, dont j'avais parlé tout à l'heure, donc ça pouvait être sympa au niveau découverte. Et en comics, ce qui m'avait un peu, en vous entendant discuter, qui m'avait l'air assez atypique et assez intéressant, c'était l'histoire autobiographique de Paul Dini, qui utilise dans son témoignage les personnages de l'univers de Batman. Donc ça peut être intéressant à... Dark Knight, une histoire vraie. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et The Goddamned, que tu attends forcément. Bien sûr, j'attends que tu me le passes. Voilà, c'est plus simple. Ça, il y a des chances. Et justement, pour conclure, je me demandais, est-ce que... alors, on ne connaît pas évidemment les sorties annoncées pour le deuxième semestre 2017, en tout cas pas dans le détail, et je voulais savoir si vous aviez, de par vos connaissances en VO, en lecture VO et tout ça, si vous aviez des titres que vous aimeriez bien voir adaptés bientôt, chez nous, en France, chez un de nos éditeurs, que ce soit chez Blitz, chez Urban, chez Panini, chez Delcourt. Voilà. Est-ce qu'il y a un de ces chez Glénat Comics, évidemment, faut pas les oublier. Est-ce qu'il y a une œuvre en VO que vous aimeriez bien voir éditée prochainement là chez nous? Moi, pour commencer, par exemple, je sais que j'aimerais beaucoup. Là, les univers de chez Zenescope et de chez Dynamite sont en train de se rebooter eux aussi. Oui. On a des nouveaux numéros 1 de Vampirella, de Red Sonja chez Dynamite, et on a Grim Fairy Tales qui reboot au numéro 1 chez Zenescope. Et j'aimerais beaucoup que cet élan de relance soit pris en compte chez nous et qu'on ait enfin des albums en français de Dynamite et de Zenescope, mais en série vraiment suivie cette fois-ci, pas juste un album par-ci par-là et après on abandonne la licence. Ce serait des portes d'entrée parfaites, et j'aimerais bien que ce soit adapté en français. Étienne, est-ce que tu as des pas des vraiment, séries disons que la plupart des séries que je fais en VO, soit ça restera à mon avis uniquement en VO, par exemple les Archie. Donc à mon avis c'est vraiment un truc... Quoique avec la série Riverdale, peut-être qu'on va avoir de Archie en français. Hein. Possible, mais à mon avis ça sera pas les classiques, on va dire les anciens, mais peut-être plus les actuelles avec Fiona Staples et Mark Waid au scénario. Sinon la plupart que je suis, j'avais parlé du Punisher, mais la série arrive au mois d'avril, et sinon l'autre série que je suis en VO, c'est Sunstone, mais bon, qui est déjà également édité. Oui. Le 4 arrive dans pas longtemps. Donc... Et le tome 5 en VO sort demain. Ah super. Voilà. Alors... Et donc à toi Thomas, est-ce que tu as eu est-ce que tu as une ou deux séries que tu suis en VO et que tu aimerais bien voir? Je sais que toi t'as été beaucoup sur le catalogue Valiant.
Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir, alors chez eux ou ailleurs, hein, qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir en français dans les mois qui vont qui vont conclure 2017 ou les mois qui arrivent en tout cas. Bah donc juste pour reprendre effectivement un petit peu ce qu'on disait sur Valiant, Imperium notamment qui va arriver dans le cadre du second semestre, qui m'intéresse tout particulièrement puisque c'est la suite de Harbinger qui est une série que j'aime énormément, avec un personnage que je trouve absolument fascinant qui est le personnage de Toyo Harada, donc méchant. Mais méchant, voilà, qui est un méchant tout en subtilité, qui est en fait ses propres, voilà, tout simplement ses propres objectifs, et qui, par rapport à sa toute puissance, est aussi un petit peu aveugle, tout simplement, et se rend pas compte du mal qu'il peut faire autour de lui, malgré voilà toutes les personnes qui peuvent le suivre, puisque c'est vraiment un leader né, quoi. Donc c'est un personnage qui, si vous voulez, pour vous donner un ordre de comparaison, me paraît aussi intéressant qu'un Magneto, par exemple. Je trouve le comparatif assez juste. Donc voilà, donc ça, bon, je sais que ça sortira. J'ai envie de dire toutes les séries Valiant possibles, puisque là il y a encore pas mal de. Je sais que toi en VO t'as fait Armor Wars. Ouais, alors non, c'est Armor Hunters. Armor Hunters, pardon, ouais. Bah, alors Armor Hunters, je sais pas comment ils vont faire parce que c'est un event. C'était l'event avant Book of Death qui vont éditer, mais là comme ils sont en train de rééditer X-O Manowar, je pense qu'ils vont attendre puisque là X-O Manowar ce sera plusieurs intégrales, c'est pas vu la longueur du run. Je sais aussi qu'ils vont sortir Unity qui est l'espèce de Avengers de chez Valiant, ouais. On les voit dans Divinity, l'équipe Unity d'ailleurs. Oui, assez rapidement. On les voit très vite, ouais. Et du coup voilà, c'est justement Armor Hunter, c'est notamment notamment axé sur Unity, donc du coup et puis il y a le personnage de Face qui a aussi un rôle assez important dedans, donc du coup je pense qu'ils éditeront Armor Hunter, c'est en tout cas je l'espère, parce que c'est vraiment pour moi à l'heure actuelle le meilleur event que j'ai vu j'ai dû en voir deux, hein, donc voilà, mais le meilleur event de Valiant. Comme ça, je dirais la nouvelle série d'Archer et Armstrong, puisqu'il y a une nouvelle série qui est en cours. Après, voilà, comme on disait, c'est des séries qui sont assez courtes et qui rebootent assez régulièrement. Je sais qu'ils vont faire une série, alors que moi j'attends beaucoup et qui a été annoncée par Bliss, c'est Génération Zéro, qui est donc les jeunes de l'univers Harbinger qui apparaissent dans le tout premier crossover d'ailleurs entre Event de Valiant, qui est Harbinger Wars, qui est donc entre les séries Bloodshot et Harbinger. Et puis voilà, au fur et à mesure, il va y avoir des liens connexes qui se font dans les séries classiques, et puis les events vont prendre de l'envergure, donc notamment avec Armor Hunters. Donc voilà, c'est mes principales attentes du côté de chez Valiant, mais a priori quasiment toutes vont sortir chez Bliss à un moment ou à un autre, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et là j'étais en train de regarder vite fait sur le catalogue de Image Comics, donc les titres indépendants. Alors il y a une série qui, alors j'ai peur, malheureusement ne sortira jamais, mais j'ai quand même espoir peut-être qu'un éditeur comme Delcourt la publie, Invisible Republic, qui en est à son 15e chapitre, voilà, qui sort au mois de février, donc ça doit être l'équivalent du 3e tome, qui sort chez Image. Ça n'a pas encore été annoncé en France, c'est pas des auteurs qui sont connus, mais j'avais eu plutôt des bons retours sur la série, donc je suis plutôt, sans en connaître d'ailleurs grand chose, hein, mais c'est une série de science-fiction, donc ça m'avait mais de science-fiction plus ou moins réaliste, on va dire, voilà, plus d'anticipation peut-être, enfin moins fantastique qu'un saga, ou que les titres de mince, là aussi j'ai oublié son nom, mais il fait beaucoup de séries. Rick Remender, autre série d'ailleurs que j'attends de lui, qui sortira chez nous puisque quasiment tout est édité de lui, c'est Seven to Eternity, qui est justement plus porté sur la fantasy, alors que c'est un auteur qui a fait énormément dans le milieu de la science-fiction. Voilà, j'aimerais bien voir Delcourt publier la suite de Sex. Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai commencé la série en VO. Donc voilà. Il y a aussi intéressant, mais ça, je pense que ça sortira chez nous, plus ou moins un reboot d'un titre qui s'appelle Rat Queens.
voilà, qui a commencé à être publié chez Urban, dont d'ailleurs le tome 2 sort dans les mois à venir. Voilà, il y a... Disons que l'un des auteurs principaux de la série, malheureusement, a eu des déboires avec la justice, puisque c'est assez, on va dire, cocasse quand on connaît le pitch, puisqu'il frappait sa femme, alors que c'est un titre qui ne dépeint quasiment que des héroïnes. Donc voilà, c'est assez particulier, on va dire. Donc ça, probablement qu'on aura la suite chez Urban quand il y aura le reboot. Et la dernière série dont je souhaiterais vous parler, donc là on a eu Monstress d'ailleurs, qui est paru récemment chez Delcourt, et à mon avis qui est une série à suivre, et une série que j'aimerais bien voir publiée, mais je ne me fais pas trop de... ça sortira un jour ou l'autre. C'est Kill or Be Killed, avec donc le duo d'auteurs Ed Brubaker et Sean Phillips, dont quasiment toutes les séries ont été éditées chez Delcourt, chez nous, qui sont plutôt des auteurs qui tirent sur le polar, le film noir, et voilà, ça fait, je sais pas, au moins 10 ans qu'ils font des séries ensemble. Il y a notamment la série Criminal qui est sortie chez Delcourt en 6 tomes de mémoire, qui est vraiment passionnante. Enfin, j'adore le scénariste Ed Brubaker, qui a, pour moi, il est notamment aussi, il a écrit un run chez Catwoman, sur Catwoman qui a été publié par Urban, qui m'a fait découvrir l'auteur, et il a vraiment une science de l'écriture qui me passionne, tout comme Jason Aaron peut me passionner. Et alors je suis moins fan du dessin de Sean Phillips, mais c'est vrai que ça reste très très bon. Et donc voilà, c'est une série à mon avis qui devrait sortir. On en est qu'au 5 ou 6e en VO, donc ça sortira sûrement soit à la fin de l'année, soit en début d'année prochaine, c'est nous. Mais ça, c'est une série qui est un couple d'auteurs qui sera édité sans peine. Espérons-le chez Delcourt, ou de toute façon sinon chez un autre éditeur. Voilà, je pense qu'on en a fait... On a fait le tour, je pense. On a répondu aux questions qu'on pouvait se poser entre nous, et puis on espère que ça vous a donné à vous aussi des éléments de réponse, ainsi que des idées de lecture à suivre. Bien sûr, on vous a pas parlé de tout ce qui va sortir, qui est suite de quelque chose, etc. Vous avez déjà vos propres séries à suivre, mais j'espère qu'on vous a donné des idées de nouvelles séries à entamer. Et puis voilà, de toute façon on est heureux de vous accueillir de nouveau sur Radio Fogeek pour les émissions. On va essayer de diffuser plus largement encore notre réseau, notre petit monde, et on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter ou à lire les articles sur le blog ou sur YouTube, comme on essaiera de diffuser les émissions sur YouTube désormais. Oui, ça sera en profitant du compte du blog, voilà. On va profiter du compte blogueur pour intégrer tout ça. Voilà, pour intégrer les émissions à YouTube. Ça nous fera un diffuseur gratuit, c'est bien. Et puis voilà. Donc on espère vous retrouver dans les semaines et les mois qui vont suivre. On espère vous retrouver la dynamique qu'on avait à un moment donné. On avait une bonne dynamique, on va essayer de retrouver ça, et puis on vous souhaite... on va essayer deux émissions par mois, sans se mettre trop la pression non plus. On rend l'antenne, et puis on vous souhaiter bonne lecture à tous, bonne lecture et bonne découverte si vous êtes amené à découvrir des titres grâce à nous. On en sera très fiers. Venez en parler sur le blog ou dans les commentaires si vous avez des informations supplémentaires sur les titres dont on a parlé, ou si vous avez seulement des questions ou des points d'information à rajouter. Voilà, si le cœur vous en dit, venez les partager avec nous. Et on vous souhaite de très bonnes lectures et de très bons premiers mois de 2017. Voilà. Très bon premier semestre à vous de 2017. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir.